Alors comment ça se passe déjà? Ben, il faut bien comprendre que les quêtes multi, ça se passe dans un autre endroit. Parce qu'en fait, dans le jeu, vous avez deux villages. Le village Moga, que vous avez certainement vu en vidéo depuis le début, là où vous prenez toutes les quêtes solo et tout. Mais également un autre village, dont vous avez accès ben, de par le village Moga, justement. Vous allez vers le bas, il faut parler à un autre petit chaton, un PNJ, qui va vous proposer donc de vous emmener à la marina, au port Tanzia, qui se trouve être le second village, et c'est celui donc qui est dédié au mode online, au multijoueur. Alors déjà, il y a une particularité, non, alors déjà ce que je veux dire avant, c'est que quand on arrive au port Tanzia, on a le sourire aux lèvres, parce qu'on se dit, putain c'est génial, ça a l'air immense et tout, c'est une vraie ville ce truc. Et en fait, c'est comme le village Moga, c'est-à-dire que c'est un leurre. En fait, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a que deux petites zones. Et c'est les mêmes PNJ quasiment, c'est-à-dire que vous avez toujours le forgeron pour vous vendre des armes, pour vous forger des armes et des armures. Vous avez toujours quelques PNJ pour vous vendre les composants essentiels. Bon, éventuellement la vieille mémé là, qui, si vous téléchargez un DLC précis, ça vous permettra en fait d'acheter certaines ressources, certains composants que normalement vous devriez farmer, mais là vous n'aurez pas à le faire si vous téléchargez un certain DLC. Et la seconde zone, ben, c'est juste en fait pour prendre les quêtes quoi, et pour bouffer évidemment avant de faire chaque quête. D'ailleurs la bouffe j'en ai pas encore parlé, c'est important, tiens, on va aussi en parler de ça. Mais c'est tout quoi, donc voilà, il n'y a quasiment rien du tout. Alors, la première chose importante à savoir sur le multi, c'est que vous pouvez le faire en solo, aussi étonnant que ça puisse paraître. Tout le contenu multi est disponible en solo. Donc même si vous n'avez pas de connexion internet, vous pouvez, alors ça sera extrêmement difficile et extrêmement chiant évidemment, puisque le contenu multi, logiquement, excusez-moi, logiquement, ben, il a évidemment été créé pour plusieurs joueurs, hein, à savoir 4 au maximum. Mais les quêtes multi, vous pouvez tout de même, malgré tout, les faire en solo. Vous aurez du mal, vous allez mettre 30 minutes à tuer les monstres, mais c'est faisable. Il y a des joueurs d'ailleurs qui font toutes les quêtes multi en solo, parce que c'est plus difficile bien sûr, donc pour le challenge. Bon. Mais en tout cas, vous pouvez les faire donc soit en solo, à 2, à 3 ou à 4 joueurs. 4 joueurs au maximum. Et ensuite, eh bien, ça se passe tout simplement de la même façon que le solo, c'est-à-dire que vous allez choisir une quête, et puis vous serez téléporté dans l'environnement où se trouve le méchant monstre à tuer, et vous devrez le tuer, et vous gagnerez des ressources, et c'est terminé, et vous devrez choisir une nouvelle quête. Voilà, le multi, c'est simple, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Alors on pourrait s'arrêter là, hein, si c'était juste pour expliquer les bases, mais on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Par exemple, on va voir, est-ce qu'il y a une relation réelle entre les joueurs du multi, ou alors est-ce que tout le monde reste dans son coin et bastonne le mob, hein, sans se soucier de ses compagnons. Ah, c'est important ça. Bon, oui, non, non, oui. Eh, vous le savez pas, hein. Je vais vous donner la réponse, pas de panique. Est-ce que le Friendly Fire est activé? C'est-à-dire, est-ce que les joueurs peuvent se taper durant les combats? Est-ce qu'un joueur peut tuer un autre joueur? Bonne question ça aussi, mesdames et messieurs. Eh oui. Eh bien vous aurez la réponse. Un peu de patience. J'aime bien faire ça, je sais pas pourquoi. Alors quand même que je me calme. Bah oui, donc je vais vous donner les réponses. Concernant le Friendly Fire, justement, c'est intéressant parce que ils ont opté, Capcom, pour un Friendly Fire modéré. Ce que j'appellerais un Friendly Fire modéré. C'est-à-dire que, oui, les joueurs peuvent se toucher. C'est-à-dire que si quelqu'un vous met un gros coup d'épée, eh bien, ça risque d'interrumpre l'attaque que vous étiez en train de faire. Parce que vous venez de recevoir un coup d'épée. Voilà. Et même si vous prenez un très très gros coup, vous pouvez être envoyé complètement en l'air et donc perdre au moins 10 secondes. Enfin bref, les joueurs, les armes, les attaques des joueurs, oui, vous pouvez vous toucher entre vous. Donc, faut faire attention, faut pas taper n'importe où. Sinon, vous avez toujours quelques boulets parfois quand vous faites dans le multi. C'est-à-dire des mecs qui tapent partout, qui se foutent complètement de tout le monde. Et du coup, ça rend les combats vraiment très pénibles à jouer, quoi.
Donc faut faire attention. Mais pourquoi je dis Friendly Fire modéré? Parce qu'on ne prend pas de dégâts. Donc on ne peut pas mourir par un autre joueur. Ça c'est pas possible. Voilà. C'est chiant parce qu'on se fait interrupt de partout, parce que voilà, c'est pénible quand on se prend un coup d'un joueur. Mais notre barre de vie, par contre, en restera inchangée. Donc c'est ce que j'appelle un Friendly Fire modéré. Voilà. Et ensuite, donc ce que je vous disais juste avant, oui, est-ce qu'il y a donc une relation entre les joueurs? Est-ce qu'on peut s'entraider? Est-ce qu'on peut, je sais pas, se remettre des soins? Alors, oui, mais c'est quand même très limité. Très limité et trop limité à mon goût. En règle générale, j'ai quand même passé quasiment la moitié du temps, donc la moitié de mes 350 heures, et bien plus de 350 heures, en multi. Donc j'ai bien passé 170, 180 heures, donc bon, on va dire que j'ai fait du chemin, et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Attendez, j'ai vu un petit peu tout et n'importe quoi. Mais globalement, je dirais pas que c'est du chacun pour soi, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. C'est-à-dire que ça change pas foncièrement du solo quoi, quand vous faites multi. C'est-à-dire que vous êtes toujours face à un mob. La différence c'est qu'évidemment vous êtes 4 à vous acharner sur lui. Mais globalement c'est chacun va essayer de le toucher quand il peut et tout. Après, il existe quand même des items qui permettent de redonner de la vie en fait à l'intégralité du groupe. Les poudres de vie par exemple, qui sont limitées à 3 par quête. Et donc ça peut faire gagner un combat qui pourrait sembler un petit peu perdu d'avance. Enfin, pas perdu d'avance, mais qui pourrait sembler être mal engagé. Ça c'est possible. Donc l'aspect entraide, pour ma part, il n'est pas assez mis en avant. Je m'attendais un petit peu mieux. Maintenant, il y a toujours, par exemple, quelqu'un va mettre un piège, tout le monde va essayer d'attirer le monstre vers le piège, parce qu'on voit bien qu'il y a un piège, vous voyez. Donc ça change un petit peu. Mais globalement, j'aurais aimé plus de choses. Il aurait fallu, je sais pas, presque des attaques combinées. Bon, mais là, je rêve un petit peu, vous voyez. Des attaques combinées entre joueurs. Là, ça aurait été extra, ça aurait été génial, mais bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop demandé, ça. Mais je sais pas, le multi est sympa, mais il y a un peu trop de chacun pour soi, malgré tout. Il faut une certaine entraide, surtout à très haut level contre les gros monstres, quand on est en arène, face à 2 monstres, par exemple. Il faut quand même un minimum d'entraide. Si chacun fait n'importe quoi dans son coin, ça risque d'être la merde. Donc des fois il faut, par exemple vous avez 2 joueurs qui vont s'occuper d'un monstre pendant que 2 autres vont s'occuper d'un autre. Vous voyez, il y a toujours un tas de trucs à faire comme ça. Ou alors, le truc basique également, c'est quand quelqu'un réussit à endormir un monstre, eh bien, chacun doit avoir sur lui au moins 2 ou 3 tonneaux explosifs, des barils explosifs, et donc les mettre juste à côté du monstre endormi. Et puis ensuite on fait tout exploser en même temps, ce qui va évidemment faire beaucoup de dégâts au mob. Voilà, c'est des trucs comme ça, mais je n'appelle pas ça réellement de l'entraide. C'est plus une façon de faire en multijoueur, une façon de jouer, et c'est pas de l'entraide véritable. Donc ça, je regrette un petit peu. Ensuite, que vous dire d'autre au niveau du multi? Pas grand chose finalement, hein. C'est vous dire que c'est très important, je vous l'ai dit. Quasiment tout le monde fait du multi, au moins pour le stuff, puisque comme je vous l'ai dit, les armes et les armures au level, ça s'obtient en multi en faisant le rang maximum, donc le rang G. Est-ce qu'il y a du challenge? Oui, il y a du challenge. Le challenge, si on le cherche, il y est. Parce que vous avez toujours des quêtes un petit peu spéciales. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai fait une quête, c'était avec des Allemands, où en fait, le prérequis de cette quête, c'était d'être à poil. Vous deviez être tout nu, c'est-à-dire sans votre armure. Aucune armure. On pouvait être uniquement équipé d'une arme, sinon on ne pouvait pas prendre la quête. Donc, déjà moi ça, j'étais même pas au courant qu'il existait ce genre de quête à ce moment-là. Donc, au début je comprenais pas, je leur disais, mais attendez, je peux pas prendre la quête, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, naked, naked. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je suis sur un site de cul ou quoi? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est des Allemands, mais bon, calm down les Allemands, hein. Je comprenais pas. Et finalement, ils ont réussi à me faire comprendre qu'il fallait que je vire mon armure pour prendre la quête, quoi.
Et en plus de ça, le combat c'était contre un Devil Joe, quoi. Un Devil Joe, hein. Je sais plus si c'est un Devil Joe, un Savage Devil Joe, c'est-à-dire la forme très puissante ou la forme normale, mais en tout cas c'était un Devil Joe. L'une des créatures les plus balèzes, hein. Une espèce de tyrannosaure bizarroïde, extrêmement coriace là, la bébête. D'ailleurs, on ne peut que le rencontrer dans les quêtes multi. Il n'existe pas en solo, le Devil Joe. Et donc on y allait à poil, quoi. À poil. Le Devil Joe à poil. Alors que moi je devais être rang 6 ou 7, hein. À ce moment-là j'étais un noob total. Autant vous dire que je ne suis pas approché du Devil Joe, hein. C'était dans la toundra. C'était dans l'environnement enneigé. Mais moi je les ai laissés faire, hein. Ah non, je les ai laissés faire. Je me suis dit, il va me tuer en un coup. Je peux pas y aller. Il va me tuer. Donc en fait, j'étais équipé du marteau, mais je m'approchais uniquement quand je voyais que le mob il était vraiment retourné ou que je voyais qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse me toucher. Sinon, je prenais aucun risque. Et c'est là aussi que je voyais que eux ils jouaient mais comme des demi-gods, quoi. Ils étaient tous rang 200 ou rang 300. Ils se faisaient jamais toucher, ils prenaient toutes les ouvertures pile poil, ils parvenaient à esquiver ou à parer au pixel près, enfin c'était complètement hallucinant, c'était grandiose. Alors malheureusement je l'ai pas filmé puisque je l'ai pas capturé, puisque c'était un moment où je ne capturais pas. Mais putain j'aurais dû capturer. Quand ça s'est fini, je me suis dit putain j'aurais dû capturer ça. J'aurais dû capturer ce truc là, c'était hallucinant. Les mecs ils dansaient, en fait, ils étaient tellement bons qui faisait des sortes de chorégraphies avec le Devil Joe. Ils dansaient autour du Devil Joe. Et même moi, qui les regardais de loin, en fait, ils s'en foutaient, quoi. Ça, comment dire, moi, je n'existais même pas. Je n'avais même pas besoin d'être là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était hallucinant. Ils étaient extrêmement forts. Ils se faisaient jamais toucher. Ils avaient même pas leur armure, donc ils avaient même pas de talent. Non, franchement, c'était... Et c'est là où je suis... C'est là, en partie, où je me suis rendu compte... Ah d'accord, il y a quand même un gros potentiel avec ce jeu. C'est pas que du bourrinage comme je le pensais au départ. C'est pas seulement du pam pam boum boum basique. Il y a vraiment un gros aspect stratégie et on peut devenir un véritable Roxor, un véritable PGM à Monster Hunter. Quand tu vois ça de tes propres yeux, tu comprends. Tu comprends ce qu'est réellement Monster Hunter et la richesse du gameplay. C'est là que tu le comprends, ma chaîne. Donc pour revenir au challenge du multi, oui, si vous le cherchez, il y en a. Les quêtes à poil, ça en fait partie. Les quêtes d'arène, ça je vous avais dit que je vous en reparlerai. Alors les quêtes d'arène, d'abord en quoi ça consiste? D'abord vous avez plusieurs sortes de quêtes d'arène, vous en avez deux. Vous avez les quêtes d'arène où donc vous allez être en multi. Et ben, l'arène en fait c'est une zone, tout simplement. C'est pas une carte, un environnement, c'est une zone seule, une zone fermée, une zone unique. Voilà, qui ressemble... Ben, elle s'appelle l'arène parce que c'est un petit peu comme l'arène des gladiateurs, quoi, hein, avec du sable et une zone assez petite. Et ben là-dedans, il y a des quêtes multi, c'est surtout évidemment les quêtes au level, donc rang 8 et supérieur, qui peuvent être vraiment coriaces. Par exemple, vous avez une quête où vous devez vous farcir 2 Devil Joe à la fois. Pas un, mais 2. 2 Devil Joe. Wow. Wow. Hallucinant. Cette quête, je l'ai faite plusieurs fois, et à chaque fois, c'est un grand moment. À chaque fois, c'est un grand moment, parce qu'on peut mourir, si on fait pas attention, on peut mourir très facilement. Les Devil Joe, surtout quand ils sont en mode enrage, ils ont une espèce d'attaque, c'est une sorte de souffle de dragon, mais ils le font super loin, ça a une portée de ouf, ça a une portée de 20 à 30 mètres, tu peux pas te cacher, quoi. Même si tu essayes Même quand tu vois qu'il fait son souffle, tu commences à partir et même à faire des roulades dans l'autre sens, tu te feras choper par son souffle. Donc il faut soit réussir toujours à être à bonne distance, ou alors il faut avoir une arme comme l'épée, ou comme la lance, ou comme l'épée et le bouclier, c'est-à-dire une arme qui peut parer en fait les attaques, qui peut les bloquer. Mais sinon on est vraiment dans la merde, quoi. Puis les Devil Joe ils sont super coriaces, réussir à les toucher c'est très difficile. Et quand ils sont enragés, putain, les deux enragés en même temps, alors là c'est épique, quoi. C'est épique. Dans ces cas-là, vous êtes obligé d'utiliser les items de régénération de groupe, comme le poudre de la vie, je ne sais plus comment ça s'appelle, les poudres de vie et ce genre de choses. Vous êtes obligé d'utiliser les pièges, vous êtes obligé d'utiliser les viandes pour les paralyser ou les empoisonner ou ce genre de choses. Là, vous devez utiliser tout ce qui est, vous devez toujours courir, toujours être en mouvement, toujours regarder ce qui se passe. Quand vous en attaquez un, vous devez toujours voir où est placé l'autre, parce que l'autre il peut toujours venir pour vous choper. Eh oui. Oui, parce que je vous l'ai pas dit,
Mais dans ce jeu, vous n'avez pas forcément des combats contre un seul monstre, mais vous pouvez en avoir deux à la fois. Et ça fait partie des gros points forts aussi. Vous pouvez en avoir deux, pas uniquement dans les arènes d'ailleurs, hein. Même quand vous êtes dans un environnement, parfois vous aurez deux monstres à tuer en même temps, pas seulement un, mais deux. Et c'est là où c'est le plus intéressant et le plus épique évidemment. Parce que déjà que à 1 c'est pas simple, mais alors à 2, voilà. Mais dans les arènes c'est particulièrement difficile parce qu'on est confiné. On peut pas s'échapper. On peut pas zoner pour se régénérer sa vie. Non, 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 tout est là. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça dure, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais c'est 20 minutes très intenses où t'as pas droit à l'erreur. C'est pour ça que j'aime particulièrement les quêtes dans les arènes, quoi. Voilà, il y en a d'autres où il n'y a pas uniquement le Devil Joe, hein. Il y en a d'autres où c'est par exemple j'avais fait un Diablos noir et un Urugan d'acier. Wow, en même temps, hein, en même temps. Le Diablos noir déjà, même seul il est super hard, il va super vite, il te charge tout le temps. Mais alors avec le Urugan d'acier qui est juste à côté. Ah, c'est intense. Intense c'est le mot, voilà. Et ça procure toujours du challenge. Même pour les gens qui sont rang 100, rang 200, rang 300, c'est-à-dire pour ceux qui ont même des milliers d'heures de jeu, c'est pas non plus un challenge de ouf parce que eux ils connaissent vraiment bien, mais ça reste un petit challenge pour eux malgré tout, vous voyez. On le sent bien quoi. Ça reste, voilà, et donc ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est la première sorte de quête d'arène. Vraiment sympa, vraiment sympa. Mais il y en a une deuxième sorte, et c'est les sortes de défis finalement. Donc ça on peut le faire en solo ou en multi. Ça se passe également au port Tanzia, donc on peut assimiler ça finalement aux quêtes multi, même si comme je viens de vous le dire, il y en a que l'on peut faire en solo. Alors la particularité, c'est que on va vous imposer une arme et une armure. Alors vous aurez quand même le choix au niveau de l'arme. Généralement vous avez le choix entre 5 armes. Ça peut être, je sais pas, la grande épée, ou le marteau, ou le gun, ou le katana, ou l'arc, par exemple. Bon. Mais en gros, pour chaque quête d'arène de ce genre, une sorte de défi, vous aurez accès à 5 armes au choix. Donc vous prenez l'arme que vous souhaitez, et ensuite l'armure pareil. L'armure elle va être générée pas aléatoirement, mais elle va être spécifique à ce combat, et vous devez réussir comme ça. Et là d'un seul coup, le jeu devient beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que jusque là, vous pouviez toujours choisir l'arme que vous vouliez, avec l'élément que vous vouliez, avec l'armure que vous vouliez, avec les talents que vous vouliez. Et le fait d'avoir finalement une arme et une armure quasiment bas niveau, parce qu'évidemment, dans ce genre de défi, ils en profitent toujours pour nous mettre une arme et une armure complètement pourries, hein, du genre une espèce de vieille épée toute rouillée, qui fait très peu de dégâts. Et donc du coup, on a une attaque pourrie. En résumé, c'est ça. En résumé, c'est on a une attaque pourrie et on a une défense pourrie. Et on doit malgré tout réussir à se faire un monstre coriace avec ça. Ben là aussi, c'est sympa. Pourquoi? Parce qu'il y a du challenge, tout simplement. D'ailleurs, je dirais même pour tout vous dire que ça, c'est certainement les quêtes, les défis les plus coriaces du jeu. C'est réellement difficile. Même quand vous vous fritez à un ennemi que vous connaissez, et je peux vous garantir que le fait d'être à égalité, c'est-à-dire avec une arme et une armure pourrie, eh bien ça change vraiment la philosophie du combat. D'un seul coup vous vous dites, putain il est plus coriace que ce que je pensais cet enfoiré, dis donc. Et là vous vous dites, ah mais en fait j'y arrivais parce que j'avais une arme et une armure vraiment super haut level quoi. Je comprends maintenant. Tout s'explique. À savoir également que même les objets de notre inventaire seront générés par la quête. On ne pourra pas utiliser tous les objets que l'on prend d'habitude comme chaque quête. Non, non, non. On sera limité par ce que la quête nous donnera. Et on ne pourra pas manger non plus. On ne pourra pas bouffer. D'ailleurs, ça, il faudrait peut-être que je vous en parle un petit peu. Donc, en quoi ça consiste? Très simplement, avant chaque quête, on a la possibilité de se faire un petit resto. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va choisir des aliments, une combinaison d'aliments qui va augmenter notre vie, notre stamina et nous filer quelques talents. Généralement, c'est 2 ou 3 talents. C'est quelque chose de plus qu'important. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelque chose de, comment on pourrait dire, d'obligatoire. Voilà, d'obligatoire. Quand vous êtes en multi, tout le monde mange avant une quête. Sauf les quêtes d'arène, défis dont je viens de parler, parce que là on ne peut pas manger, donc on ne peut pas avoir de vie en plus ni rien. Ça aussi, ça nous impose un gros handicap parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est aussi pour ça que ça amplifie le challenge, ça amplifie la difficulté de ce genre de quête. Mais sinon,
que ce soit en solo ou en multi, on mange toujours. Toujours. Ne serait-ce que pour la vie. Parce que la vie, comme je vous l'ai dit, votre personnage, il ne va pas augmenter en level, en expérience ou ce que vous voulez, donc il aura toujours le même nombre de points de vie que ce soit au début ou à la fin, à savoir 100 points de vie. Et quand vous mangez, vous pourrez atteindre 150 points de vie. C'est le maximum. Votre personnage ne peut pas dépasser 150 points de vie. Et c'est pareil pour la stamina. La barre jaune qui est en dessous de la barre de vie en haut, parce que je ne vous ai pas encore parlé de l'inventaire, mais bon, je ne vais pas vous parler de tout. Enfin, de l'inventaire, je veux dire de l'interface. Mais vous le voyez bien, hein, l'interface, vous voyez qu'en haut à gauche, ben, c'est l'horloge, c'est le timer. Tout en haut, c'est votre barre de vie. Juste en bas, la barre jaune, c'est la fameuse barre de stamina qui sert pour courir, qui sert à plein de trucs en réalité, qui sert aux armes chargées ou aux armes qui peuvent parer pour donc bloquer les attaques. Enfin, ça sert à énormément de choses, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette interface? Bon, là je ne l'ai pas devant les yeux, mais donc j'essaye de me remémorer. En bas à droite, ben, c'est là où on va choisir tous nos items. Alors, à savoir que moi je joue avec le pad classique de la Wii. Oui, c'est pas commun. Sauf que là, ça m'embête un petit peu parce que je me rends compte que je suis en train de partir, de vous parler un petit peu de plein de trucs à la fois, de la bouffe, des quêtes d'arène, du pad classique. Donc, oui, je joue au pad classique de la Wii à ce jeu. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi si on a le temps. On peut y jouer au gamepad, mais moi je trouve qu'au gamepad c'est de la grosse caca. Donc je préfère vraiment me servir du pad classique de la Wii. Mais en fait ça on y reviendra. Et donc je vous parlais de la bouffe. Pourquoi j'en suis venu au pad classique? Ça je me le demande. Oui, j'en suis venu au pad classique parce que j'en étais venu à l'interface. Et pourquoi j'en étais venu à l'interface? Parce que j'étais en train de vous dire que la bouffe était un moyen de nous augmenter notre santé, mais également notre stamina. Voilà. Donc je vais d'abord terminer avec la bouffe. Même si en fait, ça y est, vous avez compris, c'est nécessaire, c'est important, car ça vous permet d'augmenter votre barre de vie, vos HP, votre stamina, et en plus de ça, d'avoir quelques talents. Ça pourrait être genre d'augmenter votre attaque ou votre défense, ça c'est truc basique, ou alors d'augmenter... Enfin, il y a tellement de talents divers et variés que je peux pas tout vous numérer. Enfin, c'est des petits talents, c'est des petits bonus supplémentaires pour les quêtes. Bon. Et de toute façon, encore une fois, vous boufferez, vous mangerez avant chaque quête. Voilà. Vous ferez votre petit resto avant chaque quête. Et puis c'est quasiment gratuit, ça ne coûte quasiment rien, ça coûte 100 pièces d'or ou quasiment rien, donc ce n'est pas un problème, on va dire. Donc je reviens maintenant à l'interface, puisque j'avais commencé à vous en parler. Donc le timer en haut à gauche, 50 minutes pour quasiment toutes les quêtes, sauf exception, comme les gènes Moran, qui sera limité à 35 minutes, je crois. Donc en haut, la barre de santé, je vous l'ai dit, puis la barre de stamina. En bas à droite, voilà, j'étais en train de vous dire en bas à droite. En bas à droite, oui, et c'est là d'ailleurs où j'en étais venu à la manette classique, parce que oui, ce que je voulais dire, c'est que les objets s'utilisent différemment en fonction de la manette que vous allez utiliser. Si vous utilisez le gamepad, vous pourrez vous faire des sortes de macros, des raccourcis, et du coup c'est beaucoup plus facile et rapide d'utiliser les objets. Bon, alors que moi, qui me sers du pad classique, je suis obligé de les faire défiler tous les uns après les autres. C'est pénible parce que quand vous avez 20 items sur vous, 25, vous devez passer les 25 items pour atteindre les potions de santé ou tout ça, et pour pouvoir finalement les utiliser et tout. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cet inventaire? Je sais même plus ce qu'il y a en bas à gauche, dis donc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en bas à gauche? Ben non, il n'y a rien, je crois. Non, il n'y a rien. Non, mais voilà, c'est tout, hein. En haut à droite, c'est la carte. Bon, vous l'avez certainement remarqué. Donc, elle s'affichera intégralement ou pas. Ben, ça dépend si vous avez la carte sur vous. Hein. Vous en avez parlé tout à l'heure. Quand vous faites les quêtes bas niveau, vous pourrez prendre la carte. Mais ensuite, elle ne sera plus disponible. Vous devez connaître les environnements par cœur. Je sais plus ce qu'il y a en bas à gauche, dis donc. Je sais plus s'il y a quelque chose en bas à gauche. Je crois pas. Non, je crois pas qu'il y a quelque chose en bas à gauche. Il me semble pas, il me semble pas. Bon, en fait, voilà pour l'interface, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une interface, bon, assez épurée. Bon, un petit peu vieillot quand même. Le coup de devoir
utiliser les items en les passant les uns après les autres, c'est quand même super archaïque comme truc et pas du tout intuitif. Mais je peux rien dire puisque théoriquement je devrais utiliser le gamepad et donc faire mes petits raccourcis. C'est pour ça que je ne peux pas en vouloir au jeu à ce niveau-là. Mais j'ai mes raisons de ne pas utiliser le gamepad. J'en reparlerai peut-être après. Donc voilà pour la bouffe. Voilà pour l'interface. Donc juste avant je parlais des arènes. Et là je sens que je commence à partir en couille. Je parlais des arènes mais j'en avais fini. A savoir que vous avez également accès à une arène aquatique. Il n'y a pas uniquement l'arène de sable, mais aussi forcément une arène aquatique. Pourquoi? Eh bien oui, pour les monstres aquatiques. Bien joué. C'est-à-dire le gobule, le plésios, le lagiacrus, le ludros, bref. Tous ces monstres aquatiques, il fallait forcément une arène aquatique. Qui ressemble plus à une espèce de bassin de zoo dans lequel ils auraient foutu de l'eau. C'est assez moche. Et bref. Disons qu'elle a déjà le mérite d'exister. Cependant, les combats sous l'eau sont tellement pourris. Ils sont chiants surtout. C'est pas qu'ils sont pourris, c'est qu'ils sont pénibles à jouer. Donc ils sont chiants, ils sont mous. Donc c'est pas intéressant. Voilà, d'ailleurs il y a très peu de monde qui font des combats via l'arène aquatique. Tout le monde fait toujours les combats dans l'arène sableuse. L'arène aquatique, tout le monde s'en branle complètement. Et c'est compréhensible, parce que les combats sous l'eau sont pénibles. Logique. Donc je crois que j'ai tout dit en ce qui concerne les arènes. Et donc aussi en ce qui concerne le multi. Ah, je voulais faire un petit clin d'œil quand même à certains membres du site, du forum. Puisque j'ai quand même pas mal joué avec eux aussi. Donc Rezard en tête. Alors, d'ailleurs si vous voulez voir des bonnes vidéos sur Monster Hunter, allez voir les vidéos de Rezard. Il n'en a pas fait beaucoup je crois sur ce Monster Hunter là de la Wii U. Mais il avait fait carrément je crois un let's play total sur un ancien Monster Hunter, je sais plus lequel. Sur la PSP je crois, j'en suis pas sûr, faudra voir avec lui. Ou sur PS2 je ne sais plus je dois dire. Mais il avait fait carrément un let's play entier. Et puis des fois il fait des petites vidéos de ses exploits. Parce que je crois qu'il a réussi à solo un Savage Devil Joe par exemple à la lance. Ce qui n'est pas évident de donner à tout le monde. Pour moi par exemple je serais totalement incapable de faire ça. Donc voilà, Rezard il a du skill, il a certainement passé plusieurs milliers d'heures si on comptabilise tous les Monster Hunter. Allez voir ses vidéos, vous saurez ce que c'est un mec qui sait jouer. Donc Rezard, R-E-Z-A-R-D sur YouTube ou sur le site Wooper.fr. Il y est régulièrement. Mais donc voilà, donc petit clin d'œil à Rezard, clin d'œil à Benoris, à Shiro, à Agent Zero, à Lloyd, qui est l'instigateur du topic sur le forum de Monster Hunter. D'ailleurs, ça me fait penser que je crois pas qu'on se soit fait une seule partie online, mon bon Lloyd. Il me semble pas. Je crois pas qu'on ait jamais groupé ensemble. Mais en même temps, tu t'es jamais mis dans les groupes aussi. Alors, qu'est-ce que tu fous? C'est comme Ultima Fouina aussi, là. Il est en train d'y jouer et on n'a pas encore groupé ensemble. Pourtant, il faudra bien que je lui apprenne à jouer à Ultima Fouina un petit peu. Alors, il faudra bien qu'on groupe. Non, je rigole. En plus, je crois bien qu'il m'avait dit que lui, il faisait les quêtes multi en solo pour le coup. Donc, franchement, les mecs, je sais pas comment vous faites. Vous avez du mérite. Ah ouais. Honnêtement, vous avez du mérite. Ceux qui font les quêtes multi en solo. Ah putain, non, vous avez du mérite là. Ah les mecs. La vache, la vache. Enfin voilà, donc petite dédicace, même si j'aime pas trop ce mot, dédicace. Avec tous ceux auxquels on a groupé sur le site. Et ceux que j'oublie. Désolé, je me souviens plus de tout le monde. Voilà, écoutez, est-ce que j'ai parlé de tout ce qui concerne le multi? Je crois que oui. On a fait à peu près le tour. Au niveau de la communication, on a soit accès à un chat, donc directement, vous le voyez certainement en bas de l'écran, hein, donc on peut se parler via un petit chat, et le clavier numérique du gamepad, ça c'est quand même sympa. Le gamepad égale clavier numérique, comme sur les tablettes ou n'importe quoi, donc c'est quand même assez sympa à ce niveau-là. Mais on peut également utiliser le microphone toujours du gamepad, donc on peut également se parler. Donc textuel ou vocal pour communiquer avec votre groupe, c'est plutôt sympa. Enfin voilà, en ce qui concerne le multi, je crois qu'on a tout dit. C'est sympa, mais pour résumer, le multi, c'est le solo avec des joueurs. Voilà.
c'est le solo avec des joueurs. Donc oui, c'est cool, parce que ça fonctionne bien. Il n'y a pas trop de lag, ça marche bien. On va donc passer au prochain sujet. J'ai vraiment envie de vous parler de la bande son. Allez, les mecs, on passe à la bande son. Là, ça me fait vraiment plaisir d'aborder ce point, je vous assure. Les musiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne m'attendais à rien à ce niveau-là, parce que je n'avais jamais entendu dire que les thèmes de Monster Hunter étaient particulièrement réussis. Bon. Et donc forcément, j'ai été pas impressionné, mais surpris. Voilà, surpris. Surpris. Au début, j'ai trouvé ça assez classique. Bon, ok, quelques thèmes un petit peu épiques en fonction des monstres qu'on va affronter ou en fonction des environnements. Bon, le thème du village, un petit peu sympa. Bon, assez classique. Hein, bon, mais par la suite, il y a vraiment des thèmes qui ressortent du gros poney et c'est là où on atteint le haut level. Alors, je vais pas non plus vous dire que c'est complètement extraordinaire, hein, que c'est du Final Fantasy, que c'est du Mitsuda et tout. Non, faut pas non plus. Il faut raison garder, les enfants. Il faut raison garder. Mais il y a certains thèmes, le thème de l'Alatréon, le thème du Sidus, le thème du Devil Joe aussi, même s'il est assez particulier. Le thème du Gen Moran, il est énorme. Le thème du Dire Miralis, qui reprend une petite partition de l'introduction, c'est-à-dire du thème principal de Monster Hunter, mais remixé. Là aussi, c'est excellent. Je peux pas vous parler de tout, et surtout, je ne peux pas tout vous faire écouter. Je pense que je vais vous faire écouter un petit peu du thème du Devil Joe, même si c'est spécial. Le thème du Sidus, parce que là, vraiment, il n'y a juste rien à dire. Le thème du Dire Miralis, parce que là aussi c'est quand même du lourd, et puis c'est tout. Alors on s'arrêtera là. Le Gen Moran, vu que tout à l'heure on en reparlera, peut-être que je pourrais vous laisser écouter ça pendant 30 secondes ou une minute. On verra s'il y a moyen de faire ça. Donc d'abord, le Devil Joe. Alors c'est un thème assez spécial parce que, bon, la plupart des musiques, des thématiques des divers monstres, c'est toujours assez épique. C'est toujours très rythmé. Voilà, c'est vraiment un petit peu Hollywood, quoi, un petit peu film d'action. Ok. Mais parfois, tu as des thèmes qui se démarquent un petit peu. Et là, justement, les trois thèmes que je vais vous faire écouter, Devil Joe, Sidus, Dire Miralis, c'est trois thèmes qui se démarquent un petit peu. C'est pas juste un thème épique, quoi. Même s'ils sont quand même réussis. Même les thèmes épiques sont tout de même vraiment réussis. Donc, le Devil Joe... comment dire, le thème du Devil Joe est en parfaite adéquation avec le monstre. Parce que le Devil Joe, c'est un monstre que les joueurs craignent. C'est un monstre qui fait vraiment flipper. D'abord parce qu'il en impose, et ensuite parce qu'il est vraiment féroce, quoi. C'est ça, il est féroce. Il a une apparence qui fait peur, mais il est également difficile. Il est méchant. Voilà, le Devil Joe, il est méchant. C'est ça le truc. Donc, quand tu le vois apparaître, le top avec le Devil Joe, c'est quand par exemple tu es en train de te faire un Curupécope vermillon, c'est-à-dire tu es en train de combattre avec une espèce de gros pélican, et il faut savoir que l'une des attaques de cette espèce, de ce pélican, c'est justement de pouvoir faire apparaître des monstres. C'est-à-dire qu'il peut appeler des monstres pour lui venir en aide. Et il peut appeler entre autres le Savage Devil Joe, c'est-à-dire la forme ultime du Devil Joe. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une quête spéciale pour ça, il y a un événement spécial pour ça, où les joueurs, quand ils veulent farmer les composants du Savage Devil Joe, eh bien, ils font justement la quête avec ce fameux Curupécope vermillon, parce qu'il va forcément appeler le Devil Joe. Et donc, bon, on se frite contre le Curupécope, puis le Devil Joe apparaît, et là d'un seul coup, il y a son thème qui arrive. Et ce qui est excellent avec son thème, c'est que c'est un thème qui fait peur, quoi. C'est un thème qui est comme le Devil Joe. C'est un thème qui pourrait que l'on pourrait entendre dans un film d'horreur. Vous voyez, un petit peu comme les Dents de la Mer. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment réussi, quoi. Ça fait ton 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 ton. Vous voyez, c'est un thème de film d'horreur. C'est réellement ça. Voilà. Donc ça, je pense que je vais vous laisser écouter maintenant.
sais pas vous, mais pour moi ce thème est parfaitement réussi et parfaitement dans l'esprit du monstre. Généralement quand il arrive, quand on le voit à l'écran, c'est tout le monde a peur quoi, tous les jours. Attention, c'est le Devil Joe, il est là. Et en plus t'as la musique qui va avec quoi. C'est parfait, c'est juste parfait. Alors ensuite le Sidus. Alors là attention, là c'est du haut level les enfants. Là c'est vraiment du haut de gamme, puisque c'est même pas une musique, c'est une chanson. Vous allez voir, c'est une chanson, c'est assez tribal. C'est ouais, ça a des origines assez tribales, toujours très bien rythmé et tout. Donc qu'est-ce que le Sidus déjà? Ben, le Sidus, vous allez le voir, hein, c'est un combat qui est assez particulier, qui est pas très intéressant, pas très palpitant. Le combat en lui-même est pas très palpitant, mais par contre il est impressionnant, hein, ça vous allez le voir. Euh, donc ben, le Sidus c'est une espèce de monstre à la Shadow of the Colossus qui est énorme, énorme, c'est un colosse. D'abord ça se passe dans un environnement aquatique, donc c'est sous l'eau. Déjà les combats sous l'eau comme je venais de vous le dire juste avant c'est pas génial. Donc voilà, le combat en lui-même il est pas top, mais il est impressionnant. On peut essayer de péter ses cornes, bon c'est toujours sympa quand on réussit à briser ses cornes. Mais surtout la musique quoi, voilà, et là je me la ferme et juste apprécier cette musique. Le combat deviendrait presque passionnant grâce à ce thème. C'est juste dommage encore une fois que... Ben, je sais pas, c'est trop du bourrinage quoi ce combat, il n'y a pas vraiment de technique. C'est trop du Benny Hill quoi, c'est-à-dire qu'on est tout le temps à la poursuite du Sidus. Voilà, vu qu'il va tout le temps d'un côté et de l'autre, il faut tout le temps réussir à aller vers lui, puis à le taper. Bon, le seul challenge va consister à réussir à briser ses cornes. Est-ce que c'est suffisant pour rendre un combat épique et intéressant? Non, je le crois pas. C'est dommage. Il y avait mieux à faire, à mon humble avis. Alors, le dernier thème que je veux vous faire écouter, donc celui du Dire Miralis. D'abord, qu'est-ce que le Dire Miralis? Eh bien, c'est tout simplement le boss final du multi. Eh oui. En solo, le boss final, c'est l'Alatréon.
En multi, ça sera le Dire Miralis. Donc déjà c'est un petit spoil, je préfère vous le dire à l'avance. Si vous voulez pas le voir, vous passez de quelques minutes la vidéo. Et donc le Dire Miralis, euh, c'est un combat qui est dans la même veine que le Sidus finalement, c'est-à-dire pas très intéressant, surtout pour un boss final. Je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux. Il est très impressionnant, comme le Sidus, très impressionnant, mais alors, c'est pas intéressant à combattre, parce qu'il est extrêmement lent, il bouge avec une lenteur affligeante, et donc du coup, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est aller vers lui et à le taper. C'est tout. Comme le Sidus, finalement. Voilà, mais on n'a pas vraiment à esquiver ses attaques. Alors c'est un combat qui se passe à la fois dans l'eau, mais aussi sur la terre ferme. Au début, il va être dans l'eau, puis au bout de quelques minutes, il va finir par avancer, puis à monter très lentement. C'est vraiment une véritable tortue, hein. Il va finir par grimper sur le sol. Et là, du coup, on pourra même plus atteindre ses points faibles, qui sont plutôt vers le haut. Donc on va se contenter de taper son ventre, éventuellement utiliser le Dragonator, une sorte d'épieu géant, pour le harponner comme ça, s'il est bien placé. Bon, éventuellement les balistes, pour lui envoyer quelques flèches dans la tête, et puis ensuite il va revenir dans l'eau, et puis rebelote. Bon. Sur son dos, il a des espèces de cratères qui lui servent à envoyer des boules de feu sur le sol. C'est quasiment sa seule attaque. Après éventuellement il peut aussi nous envoyer une énorme boule de feu avec sa gueule, mais s'il le fait très rarement. Et c'est tout quoi, c'est tout, il a quasiment pas d'autre attaque, donc c'est pas un monstre intéressant. C'est dommage. Mais son thème, encore une fois, son thème rattrape le reste, il est très réussi. Et je vous le laisse écouter maintenant.
Ah, il en impose, hein. Le Dire Miralis, je vous l'ai dit, il a de la gueule, il a de la gueule. Il est immense et tout, il est très bien fait, très bien réalisé. Un bon gros dragonnet, mais malheureusement le fight n'est pas très palpitant. Mais sa musique l'est, par contre. Donc pour conclure en ce qui concerne l'OST, vous l'avez compris, moi ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Non, Capcom ont réellement fait du bon boulot. Je ne connais pas le nom du compositeur, mais vraiment, bien joué. Bien joué. Ils auraient pu faire une OST passe-partout. Ils auraient pu faire une bande-son vraiment banale, comme on en voit dans la plupart des jeux d'aujourd'hui. Même dans les blockbusters, moi j'écoute l'OST, j'écoute les mélodies, mais je me dis, mais c'est quoi ça? C'est un truc, c'est lambda quoi. Ben oui, c'est lambda. Parce que j'ai l'impression que les joueurs actuels, du moins la masse quoi, c'est-à-dire le grand public, ils s'en foutent un petit peu en fait des musiques dans le jeu vidéo, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Donc, les boîtes, les développeurs, ils vont pas se faire chier à prendre un compositeur de renommée, à bien bosser les musiques. Ben non, ils mettent des trucs comme ça, hop là, passe-partout. Moi j'appelle ça des OST passe-partout. Et bien dans ce Monster Hunter, c'est pas le cas. C'est pas le cas, vous l'avez entendu, on peut dire que ça a vraiment été travaillé et que ça a été recherché. C'est un bon point. Alors maintenant on se retrouve in-game. Eh oui, j'ai repris le pad en main, histoire de vous montrer quelques petits trucs qui me semblaient difficiles d'évoquer en voix off. Et surtout les talents. Les talents c'est très important. Bon. En même temps là je me rends compte que la vidéo va faire plus de 3 heures. Donc on va essayer de condenser tout ceci et vraiment de parler des choses primordiales. Donc voilà le forgeron. Le forgeron, c'est donc lui qui va nous forger les armes, les armures et auxquelles on va pouvoir rajouter des petits joyaux. Ça aussi il faudra que je vous en parle juste après. Alors les talents pour le coup. Donc vous allez voir, je vais aller dans le menu. On va ici, on va dans statut, on fait un petit coup à gauche et là on a accès aux talents. Alors les talents qu'est-ce que c'est? D'abord, ce sont donc des bonus. Ce sont des bonus qui nous sont alloués en fonction du nombre de points que l'on va avoir dans chacun de ces talents. Comment on obtient ces points? Regardez, par exemple pour l'attaque, vous voyez que j'ai 21 points, vous le voyez à droite. Pour l'attaque feu, j'en ai 15. Pour la compétence aiguiseur, j'en ai 10. Pour la compétence restaurée, je suis en négatif, attention, ça veut dire que j'ai un malus, je suis à moins 13. Bon, à savoir que toutes ces compétences s'activent quand on est soit en positif 10 ou en négatif 10, au moins. Et ensuite, certaines vont avoir plusieurs paliers. Par exemple, vous pouvez voir que aiguiseur, il n'y a qu'un seul palier. Si on a 10, on aura aiguisage rapide. Si on a moins 10, on aura aiguisage lent. Par contre, l'attaque feu par exemple, il y a 2 paliers. Enfin 3 si on compte le malus. C'est-à-dire que quand on a 10, on aura l'attaque feu niveau 1. Et si on arrive à 15, attaque feu niveau 2. Et parfois, vous avez même carrément 3 paliers. Que ce soit en positif, mais même en négatif. Regardez, avec l'attaque normale, vous pouvez aller jusqu'à l'attaque plus 3 si vous avez au moins 20 points. Mais attaque moins 3 si vous avez en malus moins 20 points. Alors comment s'obtiennent ces points? Là il faut aller du côté donc du coup de notre armure. Donc il faut aller... C'est complexe hein. Voilà ici. Là vous pouvez voir tous les points qui sont alloués à chaque pièce de chaque armure. Pour le casque Ratalos X, ça me donne 4 en attaque, 3 en attaque feu, 3 en aiguiseur, plus 1 en critique, et le fameux restauré qui était en négatif tout à l'heure là quand je viens de vous le montrer, il est à moins 3. C'est pour ça qu'au final, si vous faites le total, les totaux en additionnant tous les points des 5 pièces de votre armure, eh bien ça donnera très exactement ceci. Voilà. D'ailleurs vous le voyez puisque ça en réalité c'est un tableau récapitulatif. Regardez par exemple pour l'attaque, vous voyez que le casque donne 4 en attaque, qu'on appelle ça, le plastron si on peut dire donne 5, ça je sais même plus ce que c'est, je crois que c'est la ceinture donne 5, les jambières 4, et le dernier je sais plus ce que c'est, les épaulettes peut-être, donne 3. Au total ça fait 21, ce qui m'octroie la compétence attaque plus 3. Donc vous avez compris que si vous avez, il ne faut pas se fier uniquement aux points de base. Par exemple attaque plus 5 n'aura aucun effet. Ça ne sert à rien, il faut au moins avoir 10. Donc ça, faut le comprendre, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, on n'est pas censé le savoir. Quand on est là, ça, on le comprend pas.
Voyez? Bon, maintenant vous avez compris. Ensuite, à ceci, il faut ajouter les talismans. Les talismans, ça en fait, ça rajoute finalement des points. Chaque talisman va rajouter 2 points dans 2 talents particuliers. Par exemple, celui que j'ai équipé ici, le talisman roi, il rajoute 5 à l'ouïe et 1 à l'attaque feu. Pourquoi j'ai pris ce talisman? Tout simplement parce que il me permet, regardez, à l'attaque feu, il me permet de rajouter 1 point. Ce qui fait que avant j'étais à plus 14, donc je restais à l'attaque feu plus 1. Le talisman rajoute 1 point, je passe à plus 15. Hop là, attaque feu passe. Oui, le talent attaque feu passe au niveau 2. Vous avez compris. Par contre, l'ouïe du coup ne sert à rien. Mon ouïe plus 5 qui était sur le talisman aussi ne sert à rien. Il me faudrait au moins 5 points supplémentaires pour avoir le protège tympan. Voilà. L'ouïe d'ailleurs qui a un talent extrêmement important et intéressant et utile, puisqu'en fait il permet de, vous savez lire, hein, talent annulant les effets des rugissements des grands monstres. Ça c'est extrêmement lourd, c'est que quasiment tous les boss en combat, des fois ils vont hurler. Ils vont hurler et quand ils hurlent, ça vous immobilise pendant au moins 3 secondes. Donc c'est extrêmement pénible. Et le fait d'avoir déjà protège tympan, ça va quasiment annuler cet effet pour les 3 quarts des monstres. Et si vous réussissez à avoir bouche-oreille, on va dire c'est le quart des monstres restants, c'est-à-dire c'est les monstres vraiment très balèzes, quoi, du genre l'Alatréon par exemple, vous ne serez plus immobilisé lors de ces rugissements. Mais il vous faudra quand même avoir le bouche-oreille, et donc un plus 15, voilà. Voilà, je pense qu'en gros là vous avez compris pour ce qui est des talents. Alors ensuite vous voyez également, et là c'est là où ça devient un petit peu plus complexe, chaque pièce d'armure il y a des fentes, regardez. Sur le casque Ratalos, il n'y en a pas. Ici, il y en a 2. Sur l'avant-bras, il n'y en a pas. Sur les tassettes, il n'y en a pas. Sur les grèves, il y en a 3. Alors qu'est-ce que c'est ça? Il peut également y avoir sur les armes. Bon, sur l'abjudition, il n'y en a pas. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'abjudition, qui est donc un katana rare niveau 10, il a l'élément feu 500. Mais vu que j'ai attaque feu plus 2, en fait ça l'améliore. C'est-à-dire que ça, c'est pas... comment dire, l'élément feu, là il est trompeur. Si vous voulez voir son véritable statut, il faut aller ici. Et là vous voyez que, regardez en bas, élément feu 600. Donc en réalité, je fais des attaques feu à 600 et pas à 500. Pourquoi? Parce que j'ai l'attaque niveau 2. Ça l'augmente de 100 points. Voilà l'explication. Voilà, et donc je vais vous parler de ces fameuses fentes. Comment je pourrais vous expliquer ça clairement? Dans chacune de ces fentes, en fait, vous allez pouvoir, je vais vous montrer ça avec le forgeron, c'est les décorations, il faut les créer, regardez combien il y en a, il y a carrément 29 pages, 29 pages, et sur chaque page il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en plus 1, 2, 3, 4, 8, il y en a 8, vous faites 29 fois 8, connaître la totalité des joyaux que vous pouvez donc inclure dans les fentes. Donc, ces joyaux, regardez, je vais essayer de prendre un truc classique. L'attaque, si je le trouve, il doit être vers le... Voilà, regardez. Joyau attaque. Très simplement. Donc, c'est à crafter. Donc, comme le reste, il faudra encore trouver des matériaux, des composants, des ressources pour pouvoir crafter tous ces joyaux. Par exemple, pour le joyau attaque plus 3, ça demande un joyau de sang, une griffe Barrios plus et 2 potions de démon plus. J'ai tout cela, puisqu'on voit que j'ai 51 joyaux de sang, 9 griffes Barrios et 14 potions du démon plus. Donc si je veux, je pourrais le crafter. Donc vous voyez qu'il y en a 3, pourquoi? Parce que joyau attaque plus 1, c'est pour les, votre équipement où il n'y aura qu'une seule fente, le 2, 2 fentes, le 3, 3 fentes. Et à chaque fois vous voyez que ça augmente, ça va en fait rajouter des points. Attaque plus 1 pour ici, le joyau attaque 2 rajoutera 3 points en attaque, et le joyau attaque 3 en rajoutera 5. Donc si par exemple, avec votre cumul d'armure, vous n'arrivez, on va dire, que à 12 en attaque, et que vous avez une pièce d'armure qui propose 2 fentes, eh bien, vous pourrez mettre le joyau attaque 2, qui rajoutera 3, 12 plus 3, vous passez à 15, et vous passez au niveau d'attaque, niveau 2. Là, vous avez compris. Par contre, attention, c'est que vous pouvez voir qu'à chaque fois, ça rajoute quelque chose, certes, mais ça diminue un autre bonus. Vous voyez? Ici, par exemple, ça va rajouter expert 3
mais ça diminue le dragon de -1. Et à chaque fois c'est pareil. Ici ça va rajouter pour attendrir, ça va vous rajouter 4 points, mais ça va diminuer le talent vie de -2. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'addition et de soustraction à faire à chaque fois pour voir ce qui vaut mieux augmenter, ce qui vaut mieux diminuer. C'est pas évident. Enfin voilà, voilà à quoi servent les décorations, les joyaux. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais changer d'armure pour vous montrer d'autres talents, puisque c'est quand même pour ça que j'ai pris le jeu en cours. Est-ce que là déjà je vous ai montré tous les talents que je voulais? L'attaque, vous avez compris, ça augmente l'attaque. Attaque feu, je viens de vous l'expliquer. Aiguiseur, ça c'est très important puisque ça permet d'aiguiser, très important, c'est sympa on va dire. Ça permet d'aiguiser votre arme plus rapidement. Donc quand vous êtes en plein combat, vous mettrez genre, je sais pas, on va dire 2 secondes au lieu de 4, par exemple. Et vous voyez d'ailleurs que c'est un talent dédié à l'épéiste. Et uniquement à l'épéiste. Parce que oui, chaque armure sera soit pour les épéistes, soit pour les artilleurs. Et ça je vous l'ai pas encore dit d'ailleurs. Attendez, ce qu'on va faire c'est que, putain mais il y a tellement de choses à vous montrer, à vous expliquer, c'est un truc de psychopathe les mecs, je vous assure. Là, rien que là dans ce menu, on pourrait y rester 30 minutes. 30 minutes, je veux dire, il y a tellement de choses. Vous savez ce que c'est ça? Ce que vous voyez là, vous savez ce que c'est? C'est mon coffre. Ça sera votre coffre qui va donc, vous pourrez stocker toutes les ressources, tous les composants que vous aurez dans le jeu. Et regardez, vous avez 10 pages au maximum. Chaque page, vous avez 100, dans une page comme ça, il y a 100 emplacements. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Et en vertical, pareil, c'est 10. 10 x 10, 100. Oui, je suis très bon en maths, je sais. Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, regardez, mes 10 pages sont quasiment complètes. Et attention, à chaque fois, on parle bien de... comment dire, d'un composant différent à chaque fois. Parce que regardez, par exemple, la griffe Barrios Plus, j'en ai 22 en tout, et elles sont toutes ici. Hein. Vous voyez, ça prend pas 22 emplacements. Chaque composant prend un seul emplacement. Donc, là, nous parlons bien de quasiment 1000 composants différents. Rendez-vous compte. Ici, j'ai quasiment 1000. J'en ai pas 1000 en fait, pour tout vous dire. J'en ai exactement... J'en ai 920. 920 composants différents. Vous vous rendez compte? 920 composants différents en stock. Rendez-vous compte, putain. Mais c'est pas un truc de ouf? C'est un truc de ouf. Attends, hallucinant. Et encore, là ce n'est pas tous les items du jeu. Parce que regardez, je vais ici dans Gérer équipement. Et vous avez encore un autre coffre. Ça c'est un nouveau coffre. Où pareil, vous pouvez stocker 1000 trucs. Et ça en fait c'est dédié aux armes, aux armures et aux talismans. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un truc de ouf. Les talismans d'ailleurs je vous en ai pas encore parlé, dis donc. Les talismans. Ah mais si, je vous en ai parlé, oui. Bah oui, je vous ai dit, oui, si, je viens de vous en parler. Je vous ai dit que ça permettait en fait de rajouter des points dans 2 bonus. Voilà, pour les talents. Alors ici on peut tous les voir. Voilà, on peut les trier par rareté ou par nombre de fentes ou ce genre de choses. Regardez, je les trie par rareté. Voilà, ici par exemple ce talent, il augmente de 6 la protection, de 4 le talent récupéré. Ici ça sera stamina 5, charme 7. Ici récupérer 5, destin 3. Voilà. Et regardez combien j'ai de talismans. Là j'ai 50 pages de talismans. Les mecs, 50 pages. Je sais pas, je dois avoir au moins 500 talismans là. C'est un truc de ouf. Comment s'obtiennent les talismans? Très simple. Parfois, à la fin des quêtes, vous aurez... En fait, vous récolterez... Quand une quête est terminée, vous récolterez un charme. Alors ça peut être un charme immuable, qui est le plus puissant, ou un charme vétuste, ou autre chose. Et en fait, ce charme va se transformer juste après en un talisman. Donc c'est aléatoire, vous ne pouvez pas vraiment le choisir. Et donc ces charmes vous donneront ce que vous voyez là. À chaque fois, ça fera office d'un talisman particulier, mais ça sera toujours la surprise, quoi. Vous ne pouvez pas choisir par vous-même. Voilà.
Donc voilà en ce qui concerne les talismans. Je réfléchis, mais il y a tellement de choses à vous montrer, les mecs, que je vous assure, c'est complètement hallucinant. Euh, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans kit d'équipement. Ça aussi, c'est assez sympa. Ça permet en fait d'enregistrer votre stuff. Et puis ensuite, en fait, c'est un moyen rapide de pouvoir choisir une arme et une armure que vous aurez au préalablement enregistré. Voilà. Ça permet à chaque fois que vous voulez changer d'armure de ne pas aller dans votre coffre, puis dans votre équipement, et puis de prendre chaque pièce d'armure une par une et de les équiper. Non. Vous pouvez donc les enregistrer, comme ça vous fait en fait un set qui sera, on va dire, prêt à l'emploi quand vous le souhaiterez. C'est à ça que ça sert. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre celui-là, ouais, celui-là, allez. Donc je fais ça, mettre, ok, on y va. Hop là, le skin évidemment on va changer. Là j'ai choisi l'armure Vengis X, qui est en fait l'armure du Devil Joe, tiens justement. D'ailleurs ça lui ressemble un petit peu, regardez, vert avec des épines, vous voyez. C'est un petit peu dans la thématique du Devil Joe. Hein. Alors je vous l'ai pas dit, ici on est dans ma petite maison, voilà. Là c'est mon chez moi. Voilà, que j'ai un petit peu aménagé, car parfois on va pouvoir gagner des meubles. On va pouvoir un petit peu meubler cet endroit, cette pièce. Et là d'ailleurs vous voyez tous les masques ici. Ah, ça c'est les masques en fait qui sont disponibles pour Chacha et Kayemba. Voilà, et chaque masque est différent comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on fait un petit tour du coup dans les talents, juste histoire de vous montrer ça. Par exemple, je peux pas vous montrer tous les talents, mais là je vais vous en montrer on va dire quelques-uns, une dizaine, ce que je possède, pour que vous puissiez comprendre en quoi c'est bien. Et il y a un autre aspect aussi qu'il faut que je vous parle juste après. Donc, repas, par exemple, regardez, talent affectant la vitesse de consommation de viande et autres objets. Donc quand vous serez sur le champ de bataille, eh bien vous prendrez par exemple vos potions de soins beaucoup plus vite. Ce qui peut être évidemment un avantage. Attaque, vous l'avez vu. Furie, c'est quoi? Talent réduisant la probabilité de vous évanouir et augmentant beaucoup l'attaque et la défense quand votre vie passe sous un certain seuil. Donc vous voyez que parfois vous avez des talents qui sont vraiment très précis, quoi. Attention, ça augmente votre attaque et votre défense quand votre vie en fait sera basse. C'est ça que ça veut dire. Bon, artisanat, très important, ça augmente le tranchant de l'arme. Ça je vous en ai pas parlé, mais bon. Est-ce que je pourrais vous le montrer ici, voyons. Ouais, regardez par exemple le marteau. Vous voyez une barre avec plein de couleurs. Couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, blanc et violet. Violet étant le maximum. Tout simplement, plus vous serez en fait, comment dire, plus l'arme sera puissante, plus le tranchant sera, enfin, c'est plutôt plus le tranchant sera vers le bleu, puis le blanc, puis le violet, plus le tranchant sera puissant. En gros, ça augmente juste l'attaque, c'est ça. Il y a un petit calcul savant à faire, mais s'il fallait résumer la chose, ça augmente votre puissance d'attaque. Voilà. Évidemment, quand vous commencez le jeu, toutes les armes auront un niveau de tranchant jaune. Voilà. Et plus vous allez évidemment faire des armes de plus en plus puissantes, elles seront vertes, puis bleues, puis blanches. Et généralement, pour avoir le violet, et c'est là qu'entre en compte le talent artisanat, c'est que vous êtes quasiment obligé, ça dépend des armes, vous avez certaines armes qui ont le tranchant violet de base, mais c'est très rare. Pour avoir le tranchant violet, il faut généralement avoir le talent artisanat, sinon vous ne pourrez pas, ou quasiment jamais. Et ensuite donc, en bas, ici vous voyez qu'il y a une barre, c'est en bas, tout ce qui est en dessous de cette barre, ce sont en fait des talents dont j'ai quelques points, mais pas assez de points pour les activer, que ce soit en bonus ou en malus. Vous voyez, 3 points pour... Merde, qu'est-ce que j'ai branlé là 3 points en destin, défense moins 5, tranchant moins 9, c'est pas assez pour que j'ai le malus du tranchant. Il faudrait que je sois à moins 10, donc ça n'a aucune incidence. Vous l'avez compris. Voilà, bon, on peut prendre ensuite, là on va équiper autre chose pour vous montrer d'autres talents. Voilà, le Uragan. Ah bah justement, ça c'est une armure de artilleur. C'est-à-dire artilleur, c'est-à-dire pour les armes à distance, hein, les guns, le lance-flingue, l'arc, ce genre de choses. Donc du coup, les talents ici vont être plutôt dédiés aux armes à distance et notamment aux guns, puisque moi en fait je me suis créé... Putain, j'arrête pas d'aller à droite alors que je ne le veux pas. Je suis créé
cette armure, donc l'Uragan X, qui était en fait dédiée au drap canon sanctifié, c'est-à-dire le fusil arbalète lourd. Parce que regardez ces talents, les talents sont surtout utiles, d'ailleurs quasiment que utiles, pour le fusil arbalète en réalité. Regardez, perçante G, talent augmentant la puissance des munitions, perçante, normal G, pareil avec les munitions normales. Le talent munitions, c'est augmente la quantité de munitions dans les fusils arbalètes et les lance-flingues et le niveau des attaques de charge pour les arcs. Donc c'est vraiment des talents qui sont dédiés pour les artilleurs. Il est inutile d'avoir ce genre de talent quand vous avez une épée ou un marteau, évidemment. Ça, vous l'avez bien compris. Par contre, regardez, j'ai un malus. Vous voyez, le malus natation. Talent affectant votre déplacement dans l'eau. Alors déjà que de base, c'est super lourd de se mouvoir dans l'eau. Alors quand en plus, on a le malus caniche, c'est encore plus chiant. C'est pour ça que c'est bon. Généralement, il faut pas trop que je fasse de quête aquatique avec cet équipement. Parce que j'ai le malus caniche. Et les caniches, c'est pas bon. Enfin voilà quoi. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer non plus. Allez, un dernier pour les talents. Hop là, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah bah t'as le Lambent. Ouais mais le Lambent, je crois que je vous en parle lors du défi de l'Alatréon. Parce que j'ai tenté de l'affronter avec cette armure, donc je vais un petit peu vous l'expliquer, donc ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben non, ça y est, en fait, je vous ai tout montré. Bah non, t'es celle-là, voilà. Allez, on va te finir avec celle-là. Le Baros. Oh putain, en plus là, j'ai une lance, mais alors, regardez-moi ça. Énorme. Je crois bien que c'est la lance du Devil Joe. Ouais. C'est la lance du Devil Joe. D'ailleurs, regardez encore une fois, elle lui ressemble. Comme son armure. Elle lui ressemble un petit peu verte, avec des épines partout. Donc, un petit coup comme d'hab dans les talents. Alors, regardez, nouveau talent, la garde. Talent affectant la probabilité de rester debout en bloquant une attaque. Et en plus de ça, je l'ai au niveau 2. Ça aussi, c'est un talent qui ne sert pas quand vous utilisez par exemple le katana ou le marteau. Parce qu'avec le katana et le marteau, la garde n'est pas disponible. Donc c'est un talent qui est utile pour la grande épée, car on peut parer, on peut bloquer avec la grande épée, ou avec les armes qui ont un bouclier, comme la lance par exemple. Vous voyez? Donc encore une fois, les talents, ça dépend vraiment, il faut vraiment réfléchir, ça dépend de votre armure, ça dépend de votre arme, ça dépend de comment vous voulez attaquer les ennemis, attaquer les monstres. Tout dépend vraiment de votre façon de jouer, vous voyez? Ninja, c'est quoi? Talent affectant la diminution de stamina en cas d'évasion, de blocage. Bon, on perdra un peu moins de stamina. Attaque, vous savez ce que c'est. Ah, réveil, tiens, ah ben tiens, voilà. Réveil, ça c'est un talent qui est intéressant. Parce que parfois, vous avez des talents qui sont limite cheatés. C'est-à-dire c'est des talents qui sont, comment dire, d'abord qui sont difficilement activables. Par exemple, celui-là, réveil, j'ai eu la chance de l'activer. Regardez, si vous regardez le récapitulatif, vous voyez que mon casque ne lui donne qu'un seul point, que le plastron, pareil, un seul point, et après je sais plus ce que c'est, je pense que c'est la ceinture, 2 points. Et heureusement, j'ai accès, d'ailleurs ça je l'ai fait assez récemment, voilà, j'ai eu un talisman divin, c'est-à-dire un talisman rare niveau 10, les talismans les plus puissants, qui était vraiment bien, regardez-moi ça, garde plus 5, réveil plus 6. C'est le seul talisman où j'ai le talent réveil aussi haut, qui donne autant de points, plus 6. Parce que le talent réveil, il est vraiment, il est pas cheaté, mais il fait partie, on va dire, des talents vraiment très puissants. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si j'y arrive, on va revenir dessus. Je vous laisse lire. Talent libérant les propriétés élémentales latentes dans les armes n'ayant pas d'éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va aller voir le forgeron et vous allez comprendre. On va regarder un petit peu les armes disponibles, par exemple en grande épée. Regardez, par exemple le brasier Megiddo. Bon, vous voyez qu'il faut toujours plein de ressources, ça coûte 120 000 gold à l'achat et il faut des griffes miralis, des coques, bref, vous savez, il faut 4. À chaque fois, de toute façon, pour crafter chaque arme ou armure, il faudra toujours 4 éléments. Vous voyez, il faudra réussir à avoir 4 éléments et ensuite qui auront un nombre de... Putain, je commence à m'emmêler les pinceaux, là, c'est phénoménal. Chaque craft vous demandera... Ah ben non, vous voyez, pas celui-là. Enfin, quasiment chaque craft vous demandera de trouver
4 types de ressources différentes. D'accord? Vous le voyez. Vous le voyez. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc ça n'avait aucune utilité. Désolé. Donc, par exemple, le brasier Mégido, regardez l'élément. Il a l'élément feu à 600. Ça veut dire qu'il fera une attaque de feu à 600. La grande épée Nézer fera une attaque de foudre à 630. La lame de l'éclipse, une attaque de poisse, ou c'est poison ça, ou c'est poisse non, c'est poison. Une attaque de poison à 220. L'Eisenfaust, pas d'attaque élémentaire, malgré mon talent réveil. Mais, voilà, regardez ici par exemple. Ici, il est vert. Vous pouvez voir que l'attaque élémentaire est verte, alors que d'habitude, elle est blanche, normalement. Alors là, elle est verte parce que j'ai le talent réveil. Vous voyez? C'est-à-dire que le rasoir chrome, si je n'avais pas le talent réveil, et d'ailleurs je vais vous le prouver, vous allez voir, est-ce que je peux l'enlever? Ouais, non, je peux pas, parce que pour l'enlever, je serais obligé d'aller... de revenir en fait dans ma cahute et dans le coffre et de virer par exemple mon talisman pour me virer mon talent réveil. Mais si j'avais fait ça, en fait, ce qui se serait passé, il est où? Voilà, ici. Donc ça c'est la compétence poison 600, c'est beaucoup en plus, hein, 600 en poison. Et bien donc la compétence réveil rajoute cet élément. Ça rajoute 600 en poison. Sans ce talent, le rasoir chrome n'aurait que 1008 de dégâts de base. Il n'y aurait pas le talent élémentaire, même si c'est pas vraiment élémentaire, il n'y aurait pas l'attaque du poison. Elle n'y serait pas. Et c'est pareil pour d'autres. Ici par exemple, le fléau du lion, pareil, il n'y aurait pas l'attaque dragon à 200. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que déjà de base, on va prendre le marteau par exemple. Attendez, parce que là je crois qu'il y en a un qui est complètement énorme ici, j'avais vu ça. Voilà, ça, là. Marque du port. Marque du port, une fois qu'on l'améliore, je crois que c'est le marteau le plus puissant du jeu. D'ailleurs c'est même l'arme qui aura l'attaque de base, les dégâts de base, les plus élevés. Il n'y a pas plus élevé. Bon. Et en plus de ça, donc non content d'avoir l'arme, de pouvoir crafter l'arme la plus puissante, eh bien avec le talent réveil, ça rajoutera 280 en dragon. Et certainement plus quand vous la améliorerez la marque du port. L'attaque dragon, ça sera certainement amélioré à genre 300, 320, voire 340. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que déjà de base, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que de base, cette arme est déjà très puissante. Et le talent réveil va la rendre encore plus puissante, voire même cheatée. Parce qu'avoir le dragon à 300, l'attaque dragon à 300, qui est l'un des meilleurs éléments, c'est complètement abusé, quoi. C'est ça. Donc tout ça pour dire que des fois, vous avez des talents qui peuvent être vraiment extrêmement intéressants, car comme le talent réveil, c'est vraiment le bon exemple. Voilà, c'est vraiment le bon exemple. Enfin voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit au niveau des talents. On reva dessus. Voilà, vous voyez qu'en appétit, pour le coup, j'ai un malus malheureusement. Talent affectant la vitesse à laquelle votre jauge de stamina diminue. Oui, parce qu'il faut également savoir que la jauge de stamina, en fonction du... plus en fait, plus vous prendrez de temps à tuer un monstre et la jauge va diminuer au fur et à mesure. Et bien là, avec le malus glouton, ça diminuera encore plus vite. Voilà, ensuite vous avez escrime, talent empêchant vos attaques d'être détournées. Oui, parce que souvent vous aurez affaire par exemple à des monstres qui ont une sorte de carapace ou qui seront plus résistants à un endroit précis. Et donc quand vous taperez à cet endroit, votre arme va rebondir dessus. Et donc vous lui ferez très peu de dégâts. Et bien grâce à ce talent, vous ne rebondirez pas dessus. Et comme ça, d'ailleurs votre tranchant diminuera moins vite également. Voilà. Statut, talent affectant la puissance des attaques à statut anormal, la paralysie, le poison, le sommeil. Et voilà. Si vous avez le statut au niveau 1 ou au niveau 2, elles seront plus puissantes. Bref, je crois que vous avez compris au niveau des talents. Je regarde un petit peu si j'ai rien oublié. Non, les fentes, vous avez compris. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, ce que je pourrais vous montrer, juste, je vais acheter une arme. Et... non, je vais acheter une lance. J'avais vu qu'il y avait une lance que je pouvais améliorer au maximum. Vous allez voir. Parce que... donc là, vous voyez, par exemple, au niveau des lances, vous voyez qu'il y a 3 pages de lances disponibles. Mais en fait, il y en a plus que ça. Parce que quasiment chaque lance, vous pourrez l'améliorer par la suite. Je vais vous montrer ça. Par exemple, voilà, l'épieu Babel.
je l'achète. D'ailleurs, vous voyez que du coup, le talent réveil est utile, puisqu'il va réveiller la compétence élémentaire de feu. Vous voyez, feu 200. Si je n'avais pas ce talent, il n'y aurait pas du tout d'éléments du feu, il n'y en aurait pas du tout. Hein. Donc je prends les pieux Babel, hop là, je le paye, vu que j'avais les ressources nécessaires. Hop là, là il va me demander si je veux l'équiper. Je mets oui, là d'un seul coup, hop là, je l'ai équipé. D'ailleurs c'est une lance magnifique, regardez-moi ça. Avec le bouclier et la lance qui sont parfaitement associés aux couleurs de mon armure. Hein. Ah, splendide, j'adore. Elle est magnifique, les pieux Babel. Donc, ensuite, ce que je peux faire, c'est que je vais parler au forgeron. Cette fois-ci, je vais mettre améliorer arme. On va se retrouver dans mon coffre. Hop là, du coup, je vais prendre, par exemple, je vais revenir sur l'épieu Babel que je viens d'acheter. Et on peut voir que je peux l'améliorer. Je peux le transformer en ancien épieu Babel. Alors, je vais devoir recrafter en fait la lance, c'est-à-dire repayer 30 000 gold. Donner des pierres laves, des cristals de lumière, des rois scarabées, des écailles de l'uragan d'acier plus. Et vous voyez également que la compétence le feu, qui est donc réveillé avec le talent réveil, il passe de 200 à 220. Et je crois bien qu'on avait une seule fente. Et regardez, la fente, au début on n'en avait que une, on passe à 2 fentes. Et c'est également une arme qui nous proposait d'avoir une défense plus 20. La défense passe à 28. Regardez également le tranchant, le bleu du tranchant améliore un petit peu. Et l'attaque de base passe de 391 à 483. On le fait, hop là, et voilà. D'un seul coup, on a upgradé en fait l'épieu Babel en ancien épieu Babel. Mais ça s'arrête pas là. Regardez, je peux encore l'améliorer. Je peux l'améliorer en Babel perdu. Et encore une fois, à condition toujours d'avoir les ressources nécessaires, les composants requis, toujours, et l'argent également. Regardez, tout va être augmenté. Le feu, la défense, je passe de 2 fentes à 3 fentes, et même mon attaque de base se voit encore une fois augmenter. Hop, hop, et voilà. Et là, je l'ai augmenté au maximum. Maintenant, ne peut plus être amélioré. Donc, j'ai l'épieu Babel augmenté au maximum. Alors par contre, petite déception, c'est que vous voyez que visuellement, ça n'a rien changé. Voilà. C'est-à-dire que les armes, quand vous les améliorez, leur skin, leur visuel, malheureusement, j'ai envie de dire, ne sera pas changé. Et d'ailleurs maintenant, regardez, je me rends compte, je vais revenir sur l'équipement. Regardez, vu que j'ai 3 fentes, et que là j'avais déjà utilisé toutes mes fentes qui étaient disponibles sur mon armure, hein, l'armure du Barros X, j'avais tout utilisé. Bon, donc, ce que je peux faire, vu que maintenant j'ai accès à 3 fentes sur mon arme, donc le Babel perdu, et que je voyais dans les statuts que j'avais un malus appétit. Donc ce que je peux faire, c'est on va acheter un joyau qui augmente l'appétit. Alors là, il faut le trouver, et on va faire par là. Bon, là je vous demande une minute. Regardez, attendez, je fais une petite parenthèse. Vous voyez, regardez le réveil. Voilà, réveil. Le réveil, au maximum, vous ne pouvez que avoir des joyaux qui vont vous l'augmenter de 2. Et ça va prendre 3 fentes en plus de ça. Donc c'est vous dire à quel point il est puissant. Souvenez-vous tout à l'heure quand je vous ai montré les joyaux, les décorations pour l'attaque. Le joyau attaque qui prenait 3 fentes, il augmentait l'attaque de 5. Il mettait 5 points dans la compétence attaque. Alors que là, il n'a que 2. Toujours pour pourtant une fente à 3 fentes. Commence à partir en couille les mecs. Toujours avec une disponibilité de 3 fentes. Donc c'est vous dire à quel point le talent réveil il est difficile à activer. Là vous avez compris pourquoi. Hein. Et en plus de ça, regardez les composants qu'il faut. Il faut carrément une dure corne du Lagiacrus. Je crois bien d'ailleurs que c'est le Lagiacrus ivoire. Même si j'en suis pas sûr. Donc attendez, là ce qu'il faut qu'on trouve du coup, c'est le... C'est quoi déjà le talent? C'est... Ah là, je me souviens plus de son nom. Zut, faut revenir dessus du coup. C'est appétit, voilà. Appétit. On va essayer de faire en sorte de ne plus avoir ce malus. Le malus glouton. Donc pour ça, il faut trouver un joyau qui va augmenter le nombre de points que l'on a dans l'appétit. Donc pour ça, c'est assez chiant parce que comme vous le voyez, vu qu'il est évidemment impossible de retenir par cœur, je suis obligé de les faire un par un. Là il est là, un par un pour regarder où est-ce qu'il y en a. Voilà, ici.
appétit plus 2 et une seule fente. Donc ce que je fais, c'est que je l'achète. Hop là, ça y est, c'est fait. Maintenant j'en ai un dans mon coffre. Donc je vire de là. Ah non, il faut que je revienne dessus. Donc, il faut lui reparler. On va maintenant placer la décoration. Du coup, je vais sur le Babel perdu. Je choisis bien ici. Et ici, on doit choisir le joyau que j'ai. Il était, voilà, appétit plus 2. Ça y est, voilà, je l'ai mis. Donc maintenant, vous allez voir que il est où maintenant? Regardez, il est ici. Je n'ai plus le malus, puisqu'évidemment, j'ai rajouté 2 points dans le talent appétit. Je passe donc de moins 10 à moins 8, forcément. Et du coup, je n'ai plus le malus appétit. Voilà, donc c'est parfait. Donc voilà, je pense que là, vous avez à peu près compris les talents, comment ça se passe. Voilà, ce que je voulais rajouter, là où ça devient très compliqué, mais alors là, attention, ce que je vais vous parler, c'est vraiment pour le haut level, le très haut level. C'est que, vous voyez qu'à chaque fois, quand on prend une armure complète, de base, enfin une armure, je veux dire, quand on prend un set complet qui est dédié à un monstre, ça va forcément augmenter, vous aurez généralement 3 à 4 talents qui vont s'activer et un talent qui sera en malus. Généralement c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre vos 5 pièces d'armure qui seront dédiées à un monstre précis, c'est-à-dire qui seront de la même famille. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Et à haut level, c'est là où tout à l'heure je vous disais qu'il y avait une multitude de possibilités de talents différents et que c'est ça qui va façonner votre personnage, parce que vous pouvez prendre n'importe quelle pièce de n'importe quel mob pour réussir à faire vos propres talents, votre propre set. Et c'est pour ça qu'à haut level, tous les mecs qui sont vraiment très haut level, du genre rang 200 et plus, ils auront tous des talents uniques. Ils auront tous un set, une compilation de talents qui sera propre à eux-mêmes. Il n'y aura pas 2 joueurs qui seront identiques. Ils auront tous des talents réellement uniques. Chaque joueur. C'est ça le truc. Et donc vous avez également compris que ces talents sont très importants. Plus importants que la défense de base. Là par exemple j'ai une défense à 647. Mais il vaut mieux avoir des talents complètement puissants, quitte à baisser la défense de 100 points ou de 200 ou même de 300 points. Largement, largement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit à ce niveau. Ouais, non, c'est bon. Je vous ai à peu près tout dit en ce qui concerne les talents. En tout cas, maintenant, vous en savez beaucoup plus. Je vais juste vous montrer un dernier truc. Regardez, au niveau de la création d'armure. Donc déjà, pour vous montrer combien il y en a, regardez-moi ça. Il y a 36 pages. Alors évidemment, tout se débloque au fur et à mesure. Hein. Au début, vous avez accès qu'à quelques armures. Et à la fin, vous aurez débloqué les 36 pages. Vous vous rendez compte? 36 pages. Attention, on parle bien de 36 pages, ça veut dire quoi? Là, c'est que les casques. Là, vous avez 36 pages de casques. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. Vous faites 35 fois 8. Je sais pas combien ça fait, mais enfin, un truc genre 250. C'est-à-dire que dans ce jeu, vous avez 250 armures différentes. Vous voyez qu'à chaque fois, elles sont vraiment dédiées à un monstre précis. Vous voyez? Uragan Z, Zinogre, le Zinogre Z, le Dauber, le Vangis, c'est celle que j'avais. Vous voyez, à chaque fois, c'est vraiment dédié à un monstre. Et à chaque fois, ça demande évidemment les composants du monstre. Par exemple, regardez le casque Zinogre X, il demande 2 Durcorne du Zinogre, 2 électriques Zinogre, 2 Cortex Zinogre et une pierre de la Wyvern. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. On sait pas trop ce que c'est. Bref. Voilà, et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois, vous voyez que c'est en double. Par exemple, ici, regardez, casque Zinogre X et calo Zinogre X. Ça demande les mêmes composants, mais regardez, ce qui change, c'est la défense et les défenses élémentaires également. C'est-à-dire les défenses du feu, de l'eau, de la glace, du foudre et du dragon. Alors vous allez dire, mais pourquoi il y a un casque qui a une défense de 92 et l'autre qui a une défense de 52? Ben, la réponse est qu'en fait, chaque armure va en fait être disponible et pour les épéistes et pour les artilleurs. C'est-à-dire que quand comment dire, celle-là par exemple, le casque Zinogre X, il est pour les épéistes parce que la défense est élevée. Et le calo, il est pour les artilleurs. C'est pour ça que quand vous jouez artilleur, ça aussi il faut le savoir, donc c'est-à-dire que vous avez une arme à distance, vous ne pouvez pas vous équiper des armures d'épéistes, donc vous aurez forcément une défense qui sera bien moindre. Généralement c'est une défense qui est aux alentours des 300, alors que pour l'épéiste c'est une défense qui est aux alentours des 600.
Donc quand vous êtes artilleur, faut vraiment faire attention de ne pas vous faire toucher, parce que en 2 coups, vous pouvez réellement crever, quoi. Vous voyez le truc. Et ça se voit également si on regarde les talents. Attendez, je vais revenir. Voilà, casque Zinogre. Comment je fais le R? Voilà, regardez. Ouais, bon là, c'est pas forcément le bon exemple. Puisque là, en fait, vous regardez, il n'y a qu'un seul talent qui change entre le casque pour artilleur et le casque pour épéiste. Regardez, pour épéiste, c'est le tranchant qui est augmenté. Logique, parce que le tranchant, c'est clairement un talent pour les artilleurs, le tranchant de l'arme. Tandis que le même casque, mais pour les artilleurs, c'est rechargé. C'est-à-dire recharger, ça tombe pour les guns, pour pouvoir recharger plus vite. Et là, du coup, c'est évidemment un talent uniquement pour les artilleurs. Bref, voilà, je voulais juste vous montrer ça. Voilà, on va pas y passer la nuit là-dedans. Hop, là, on part d'ici. Voilà, je voulais maintenant juste en profiter. Attendez, je reprends ma petite feuille, parce qu'il y avait juste un point dont je voulais parler quand j'avais la manette en main. Oui, voilà, c'était la traduction. Alors, la traduction, parce que dans ce jeu, il y a quand même pas mal de petites erreurs de traduction. Regardez par exemple, alors j'espère que je l'ai dans mon inventaire. Ouais, je l'ai ici. Regardez, une erreur. Griffe pouvoir. Amulette puissante qui augmente l'attaque. Faite en griffe de Devil Joe. Bon, c'est un objet que l'on va pouvoir crafter et qui va donc augmenter notre attaque. Ok, c'est très bien. Sauf qu'on peut également augmenter le même genre, sauf que cette fois-ci, ça va augmenter notre défense. Par contre, regardez, quand on lit la description, amulette puissante qui augmente l'attaque. En fait, la description est fausse, parce que ça augmente pas notre attaque, mais bel et bien notre défense. C'est ce qu'on appelle une erreur de traduction. Là, c'est pas grave, parce que quand on le crée, on sait très bien que ça va augmenter notre défense, mais parfois, ça peut être problématique. Alors, le truc le plus connu et qui est complètement incompréhensible, parce que c'est quelque chose dont on se sert tout le temps, puisque là en fait, on est dans le menu principal, hein. L'endroit où on est là, c'est-à-dire là où on va visiter notre coffre, vous irez tout le temps. C'est-à-dire qu'avant et après chaque quête, vous serez là où je suis actuellement. Ne serait-ce que pour prendre... regardez, on est là, voilà, hop là, je prends ici, je vais m'augmenter potion maximum, hop là, méga potion, je vais m'augmenter mes méga potions au maximum. Ça, vous le ferez tout le temps. Ça, vous allez le faire des milliers de fois. Choisir vos items comme ça, c'est extrêmement... c'est obligatoire, quoi. Bon, sauf que regardez, la seconde ligne du menu, supprimer objet, c'est une erreur, parce qu'on ne supprime rien du tout. Supprimer objet, c'est en réalité prendre un objet qui se trouve dans notre coffre, par exemple une grande bombe baril, et le mettre dans notre bourse, donc dans notre inventaire quand on partira en quête. Hop là, je mets une bombe baril. Donc ce n'est en rien supprimer objet. Mais ça, moi, j'ai découvert au bout d'au moins 10 heures de jeu. Au bout de 10 heures de jeu, j'ai compris qu'en fait, pour pouvoir prendre des objets qui étaient stockés dans notre coffre, il fallait aller ici, il fallait aller dans supprimer objet. Attends, ben ouais, mais non, quoi. Donc ça, c'est une erreur grossière. Et le pire, c'est qu'elle était déjà dans la version Wii, quoi. Dans la version Wii, il y avait déjà cette erreur de traduction. C'est pas du tout supprimé. En fait, ils auraient dû mettre... prendre objet. Voilà. Ils auraient dû mettre prendre objet. Pas supprimer objet. On ne supprime aucun objet. On va juste le transvaser du coffre à notre inventaire, à notre sac. Ça s'appelle une erreur de trad. Voilà. Et donc parfois, je vais pas toutes vous les montrer, mais il y en a comme ça. Également quand on est... je sais pas si je peux vous le montrer là. Non, là je crois pas parce qu'en fait c'est quand on est dans le port. Ouais, donc j'ai pas envie de zoner, c'est pas grave. Dans le port, si on veut faire une téléportation rapide, eh bien c'est célérité, quoi. Ils ont appelé ça célérité. Célérité, normalement c'est un sort dans les RPG qui permet d'attaquer plus vite, hein. C'est ça en fait, qui augmente en fait notre vitesse d'attaque. Et ça, ils ont appelé ça célérité pour un truc qui sert juste en fait à nous téléporter. Et ça n'a aucun sens. Je vais vous en montrer un dernier, et celui-là pour le coup il est assez marrant, puisqu'en fait c'est le nom d'une arme, c'est une Morpho Hache. Regardez en bas, voilà, là, Hache Dragon Pucelle. Alors, je sais, enfin, je veux pas être mauvaise langue, hein, mais à mon avis,
ça m'étonnerait que le nom original japonais, ça soit l'équivalent de la hache dragon pucelle, si vous voulez mon avis. À mon avis, c'est pas ça. Donc le mec, il a dû fumer qui a fait ce truc. C'est impossible que ça soit ça. Au pire, ça pourrait éventuellement être hache du dragon vierge. Bon, hache du dragon vierge, éventuellement. Et encore, même là, ce serait étonnant de la part des japonais. Mais c'est possible. Mais hache dragon pucelle, non quoi. Hache dragon pucelle, les mecs. Vous avez pas vu qu'il y avait un souci avec ça? Bon, enfin, voilà, je voulais juste vous évoquer ça parce que ça m'a fait rire. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, attendez, il y a un problème là. En même temps, peut-être que je me gourre et peut-être que c'est le vrai nom, hein. C'est possible. Enfin voilà, je voulais juste évoquer cela, les erreurs de traduction. Après, je vais pas non plus dire que c'est un gros défaut, parce qu'il y a il y a eu tellement de choses à traduire, il y a tellement d'objets, tellement d'armes, tellement d'armures, que globalement ils s'en sont quand même assez bien tirés. Il y a peu de fautes, il y a quasiment pas de fautes d'orthographe. Il y a quelques petites coquilles, comme je viens de vous les montrer là. Parfois il y en a quelques autres, mais globalement, je trouve que la traduction reste d'une qualité correcte. Voilà, donc j'ai pas craché dessus, mais je voulais juste vous en parler, au moins pour le supprimer objet. Sachez-le, si vous voulez faire le jeu, supprimer objet ne supprime pas vos objets. Ne supprime pas vos objets. Alors ça me fait juste penser qu'il y a encore quelque chose qu'il faut que je vous montre, juste pour en fait combiner, voilà, synthétiser tous les objets. Tout ça, je vous en parle depuis le début, mais je ne vous l'ai pas vraiment montré. Regardez, donc tout simplement pour les potions, c'est ici qu'il faut aller. On va donc combiner une herbe et un champignon bleu, et hop là, ça y est, hop là, c'est parti, on crée des potions. Pour les méga potions, ça va être une potion et un miel, et ça y est, on crée des méga potions, c'est parti. Et donc regardez le nombre de trucs, il y a carrément 22 là. Vous avez 22 pages de choses que vous pouvez crafter, quoi. Alors énormément de munitions aussi, regardez, hein. Munitions pour les guns, munitions de plomb explosives, munitions à fragmentation, munitions perçantes, munitions enflammées, eau, de gel, de fou, de dragon, munitions de guérison. C'est-à-dire que vous pourrez, quand vous utilisez les fusils arbalètes, vous pourrez en fait lancer vous pourrez balancer des munitions de guérison sur vos alliés quand vous jouez en multi. Et ça va les guérir, ça va leur augmenter leur barre de vie, quoi. En fait, c'est un heal. Vous tirez pour healer sur vos potes en multi. C'est possible. Munitions poison, enfin, vous l'avez compris. Mais cela dit, attention, parce que vous ne pourrez pas utiliser toutes les munitions avec toutes les armes. Ça dépend des armes. Voilà. Mais là, ça deviendrait trop compliqué. Allez, je vais juste vous montrer ça pour finir. Je vais m'équiper, voilà, de mon armure artilleur, donc avec mon fusil arbalète. Je vais juste vous montrer ça, mais vraiment c'est juste comme ça. Donc je vais dans équipement, voilà, draconon sanctifié, et on va aller tout au bout. Vous allez voir, voilà, regardez ici. Chaque arme, du moins en ce qui concerne les fusils arbalètes, donc les guns, va pouvoir en fait utiliser certaines munitions et pas d'autres. Voyez, ici par exemple, mon arme, le dracanon sanctifié, je ne peux pas utiliser de munitions à fragmentation, je ne peux pas utiliser de munitions poison, de munitions qui paralysent, de munitions sommeil, je ne peux pas utiliser de munitions gel, je ne peux pas utiliser de munitions démon, de munitions armure, de munitions tranchantes, de munitions poisse et de munitions SM, c'est-à-dire munitions sous-marines en fait, que l'on peut utiliser sous l'eau. Je ne le peux pas. Je peux uniquement utiliser les munitions qui sont en verte. Et ça dépend de chaque arme. Donc vous voyez, là je vous parle de ça, mais encore une fois, c'est pour vous expliquer que vraiment chaque arme est spécifique et aura vraiment ses capacités propres. C'est un travail de longue haleine pour comprendre la totalité, l'intégralité du jeu. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je souhaitais à ce niveau-là. Donc, on va repasser en off. Et voilà, il faut évidemment que je vous montre le fameux combat contre le Gène Moran. Et puis je crois qu'après on va s'arrêter là, parce que mon Dieu, je crois que cette vidéo sera la vidéo la plus longue que je n'ai jamais faite. C'est une catastrophe, Thérèse. Et nous y voilà. Le combat tant attendu contre le Gène Moran. L'affrontement final de la vidéo. Car oui, là, je pense qu'on entame la dernière partie de cette vidéo. Je commence à en avoir légèrement ma claque, je dois quand même le dire. Donc,
Le gène Moran. Pourquoi je voulais absolument vous montrer cette quête? Parce que c'est la quête originale du jeu. C'est la quête qui se démarque de toutes les autres. Alors comment ça se passe? D'abord, le combat va se dérouler sur une espèce de drakkar trimaran. Un trimaran en forme de drakkar. Déjà, c'est pas commun. En mouvement, hein, en mouvement. Sur une sorte de mer des sables. On n'est pas sur l'eau, on est sur une sorte de mer des sables. Et donc, on va se faire attaquer par ce qu'on appelle le gène Moran. Qu'est-ce que le gène Moran? C'est une espèce de baleine des sables. Une énorme baleine. Ouais, c'est un cachalot des sables, un ver des sables. Mais la particularité, c'est qu'il est immense. Il est vraiment énorme. Il est gigantesque. Et c'est ça qui est super fun. L'autre particularité de ce combat, c'est que le gène Moran ne va pas seulement essayer de nous tuer, de tuer votre personnage. Mais en fait, il va essayer de renverser le drakkar. Et le but va être, dans un premier temps, de l'en empêcher, évidemment. Et pour ça, on va avoir toute une panoplie d'armes à notre disposition. Par exemple, les balistes, des sortes de tourelles qui vont nous permettre de lui envoyer des flèches dans la gueule. Surtout sur ses cornes, sur ses défenses. Car ses défenses, c'est l'un de ses points faibles. Mais ça, c'est surtout pour l'attaquer en lui-même. On ne peut pas vraiment le parer comme ça. Non. Pour réussir à parer une de ses attaques, quand il va foncer sur le navire pour réussir à le faire basculer, il faudra utiliser un gong ou une munition de baliste agglomérante. Donc le gong, très simplement, il faut donc se diriger vers le gong, ce qui va faire en fait un bruit énorme, ça va effrayer en gros le gène Moran, ce qui va en fait l'interrupte pendant qu'il est en train de charger le drakkar. C'est très important parce que s'il réussit à le faire 3 ou 4 fois, la quête sera échouée parce que le drakkar va exploser quoi. Donc voilà, donc vous avez les gongs, vous avez le dragonator qui est une sorte de pieu géant à l'avant du navire qui va servir à harponner, à éperonner même on pourrait dire le gène Moran parce qu'à un moment il vous fera une attaque par le devant du drakkar et en fait ça sera la seule façon de réussir à le repousser. Mais encore une fois il faut avoir le bon timing, ça se joue à quelques secondes, il ne faut pas se planter, surtout que le dragonator a un temps de recharge de 10 minutes. Donc si vous plantez, il faudra attendre 10 minutes avant de pouvoir le réutiliser. Les gongs de chasse, je crois que c'est environ 3 minutes d'attente. Bon. Vous avez également à votre disposition des canons. Alors des canons, il faudra à chaque fois aller prendre un boulet de canon un petit peu vers l'arrière du drakkar, puis revenir avec le canon dans les bras pour l'envoyer sur le gène Moran. C'est quand même génial. Et ce qui est absolument épique, c'est que vous pouvez aussi monter sur son dos. Vous pouvez grimper sur lui. Quand il sera à votre portée, quand il sera très proche du drakkar, vous pourrez sauter sur son dos et l'attaquer sur son dos. Dans un pur esprit Shadow of the Colossus, bien évidemment. Vous pourrez attaquer sa colonne vertébrale, attaquer sa tête, attaquer ses défenses. Vous pourrez même poser des bombes sur ses défenses pour les faire exploser. C'est quand même assez énorme. Et sur son dos d'ailleurs il y aura deux faiblesses du gène Moran. Ces deux espèces de rochers qui sont fissurés, qui ont une couleur un petit peu différente et que vous pouvez vraiment détruire. Vous pouvez vraiment les péter, ce qui lui fera beaucoup de dégâts. Je crois d'ailleurs qu'une fois que les deux seront cassés, sa colonne vertébrale sera du coup plus vulnérable. Mais c'est excellent parce que même quand vous êtes sur son dos, le gène Moran peut vous attaquer. Il peut vous expulser de son dos. Il peut vous faire valdinguer de son dos. Auquel cas du coup vous allez tomber dans le sable. Et là vous allez vous retrouver à l'arrière du trimaran. Et vous devrez remonter en fait sur le bateau à la corde pour pouvoir continuer le combat. Voilà. Grosso modo, le combat du gène Moran, c'est ça. Avec un thème complètement épique, une fois de plus une musique vraiment géniale. En fond sonore. Et voilà, c'est juste fun, c'est juste fun. Bon, alors après attention parce que vous êtes limité à 30 minutes. D'ailleurs, faut être clair, quand vous ferez cette quête la première fois, et même la seconde, et même la troisième, vous aurez peu de chances de le tuer. Parce que c'est un combat que vous devrez apprendre quasiment par cœur. Ce combat, c'est un gros script finalement. Parce que le gène Moran fera toujours les mêmes attaques, de la même façon, et dans le même ordre. Donc une fois que vous connaîtrez ces attaques, que vous saurez quand utiliser le gong,
quand utiliser la baliste agglomérante, une espèce de grappin qui permet aussi de parer ses attaques. Quand vous saurez utiliser le Dragonator à bon escient, et bien là, ce combat deviendra trivial. C'est vraiment du par cœur. Voilà, c'est pour ça que quand vous le ferez la première fois, vous comprendrez rien du tout. Mais rien du tout. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment j'utilise tout ce que j'ai à ma disposition? Vous êtes complètement perdu. Donc c'est vraiment un combat auquel il vous faudra de l'entraînement et de la patience. Mais quand vous le connaîtrez, il n'y a pas de souci. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne le gène Moran. Et donc ensuite, parce qu'il y a une seconde forme, c'est également l'un des seuls combats dans ce Monster Hunter où il y a en fait une deuxième phase. Il y a une deuxième séquence qui s'enclenche. Une fois que vous l'aurez bien bourriné, deuxième phase, qu'est-ce qui se passe? Le Drakkar s'arrête, il est à l'arrêt, et on voit en fait le gène Moran qui est en fond. Et en fait, il va falloir réussir à le tuer avant qu'il puisse arriver au niveau du Drakkar, parce que sinon il va commencer à l'attaquer. Bon, il pourra quand même l'attaquer un petit peu, le Drakkar il est assez résistant, mais s'il l'attaque trop, la quête sera terminée. Donc il faut réussir en fait à le contenir en arrière-plan, et s'il vient trop proche, il faudra utiliser encore une fois le Dragonator, cette espèce de pieu géant, pour réussir à le harponner, comme ça lui fera beaucoup de dégâts. Toujours les balistes agglomérantes, toujours les boulets de canon. On peut également aller au cac à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment vers lui pour attaquer ses pattes. On peut détruire en fait ses pattes avant, hein, pour réussir à faire en sorte qu'il se déplace moins vite et qu'il soit bloqué à l'arrière du Drakkar, assez loin du Drakkar, pour l'empêcher de venir encore une fois au cac. Mais c'est vraiment sympa, c'est un fight qui est, encore une fois, vu qu'il est original, vu qu'il se démarque des autres, en fait c'est une bouffée d'air frais. Voilà, c'est rafraîchissant. Parce que après tous les combats, qui malheureusement, comme je vous l'ai dit, pour ma part se ressemblent un petit peu trop tous, parce que les monstres ont un petit peu les mêmes attaques, donc finalement on va un petit peu les combattre de la même façon, pas complètement, mais un petit peu trop à mon goût, et d'un seul coup tu tombes sur ça, un combat complètement original, un affrontement qui se démarque, ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, et c'est bien fichu. Et puis il est tellement impressionnant le gène Moran, et puis il est super bien réalisé, quoi. Il est gros, mais il est très bien réalisé, il a, comme d'habitude, une animation de ouf. Tous les monstres ont une animation de ouf. Ça fait plaisir de voir ça, c'est ça, c'est agréable à l'œil. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais vu que là, je vais évidemment vous le mettre à l'écran, pour illustrer mes propos, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça génial. Ne serait-ce que à voir visuellement, je trouve ça beau, quoi, ce genre de combat comme ça, contre des boss énormes. Moi, j'ai toujours adoré ça, hein. De toute façon, c'est pas pour rien que j'adore Shadow of the Colossus, hein. C'est pas uniquement pour l'esprit poétique et tout. Parce que c'est marrant, quand on parle de Shadow of the Colossus, on parle toujours que c'est un jeu poétique et tout. Mais j'ai envie de dire, excusez-moi, mais faut arrêter les bullshit, quoi. Avant d'être un jeu poétique, c'est surtout un jeu où t'as l'affrontement avec les colosses. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est l'affrontement avec les colosses. Et c'est pas tous les trucs qu'on dit à côté. Ah oui, c'est poétique, oui, c'est... Attention, il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui, mais d'accord, ok. Mais c'est surtout l'affrontement avec les colosses qui est génial. Avant le reste, excusez-moi. Hein. Oh, faut quand même un petit peu se calmer avec la branlette intellectuelle dans ce genre de truc, parce que ça commence à me lourder légèrement. Bref, voilà, je crois que je vous ai tout dit concernant le gène Moran. Le fight est top, le fight est génial. Voilà, c'est vraiment différent de ce que nous propose des autres affrontements que nous propose ce Monster Hunter, et c'est aussi ça évidemment qui fait plaisir. Bon, ah non, c'est pour finir, j'ai envie de vous laisser écouter quelque chose. C'est quand on utilise le Dragonator, il y a un petit thème, c'est une sorte de petite fanfare. On pourrait dire que c'est en fait c'est le jingle de la série Monster Hunter, je crois qu'on pourrait dire ça. Et vous allez voir que cette sorte de fanfare, moi ça me fait penser à la fanfare par exemple quand on gagne un combat dans les Final Fantasy, vous voyez, c'est une sorte de marque de fabrique. Et il est vraiment superbement réussi. Donc je vais vous le laisser écouter maintenant.
Bon, c'est pas exactement ça, mais l'intention y est. Donc voilà, ce jingle est énorme, quoi. C'est vraiment, c'est une véritable fanfare. Voyez à quel point c'est épique, quoi. Vous attendez que le Gène Moran il soit vraiment proche, il soit à la portée du Dragonator. Vous l'enclenchez, hop là, vous le harponnez comme ça. Vous voyez, c'est voilà, c'est génial. Excusez-moi, c'est génial. C'est juste très bien fait. Enfin voilà, je crois donc qu'on en a terminé en ce qui concerne le Gène Moran. Donc on va faire une petite conclusion très rapide parce que réellement je n'en puis plus. Je vous assure que je n'en puis plus. Pour conclure, que dire? Que dire que je ne vous ai pas encore dit rien, absolument rien. Vous dites peut-être, ah, Hooper, la vidéo elle est trop longue et tout. Évidemment qu'elle est trop longue. Là je ne peux être que d'accord avec vous. Oui c'est vrai, elle est trop longue. Ok, faute. Et à mon avis, on a dû en perdre pas mal en cours de route. Hein. Là il ne reste que les survivants. Il reste ceux qui sont là avec leur tisane, avec leur café et qui disent la fin. La fin ou pas? La fin. Pitié. La fin, pitié. Fini la vidéo. Non mais je vous comprends, franchement je vous comprends parce que moi aussi j'en peux plus. J'en peux plus. C'est tout, je n'en peux plus quoi. Putain. Ouh. Oh la vache. Donc ouais, pour conclure. Que dire. C'est un jeu que je conseille. Voilà. Au final, je dirais que c'est un jeu que je conseille sans problème, mais qui ne plaira pas à tous. Vous l'avez compris, ça ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde. J'ai pas l'habitude de vous dire ça, parce que je considère qu'un bon jeu, c'est un bon jeu. Et quelqu'un qui se dit être un gamer, être un joueur, ben, si le jeu est bon, alors il peut y jouer et il prendra plaisir. Mais là pour le coup c'est tellement particulier, ça se démarque tellement du reste, ça n'a rien à voir avec les autres jeux que vous pouvez trouver à côté. Ça reprend des mécaniques de MMO comme je vous l'ai dit, ça reprend des mécaniques presque de hack and slash. Mais c'est vraiment particulier. D'abord il faut avoir énormément de temps libre, vous l'avez compris, mais pas seulement. C'est pas parce que vous avez beaucoup de temps libre que vous allez forcément aimer, quoi. Faut aimer le farming, clairement. Si vous n'aimez pas tuer plusieurs fois le même monstre, ça sert à rien. Si vous n'aimez que les jeux qui vont vous raconter une histoire, vivre une aventure, vous n'allez pas aimer non plus. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas d'histoire dans ce jeu, donc il n'y a pas d'aventure. C'est particulier, c'est vraiment particulier. Je pense qu'il y a peut-être... parmi vous qui m'écoutez, je dirais qu'il y a... une personne sur 10, un joueur sur 10 qui peut vraiment prendre plaisir avec cette série. Voilà, je le pense vraiment. Donc vous avez vu, c'est pour ça que je vous dis, je le conseille, mais réfléchissez-y à 2 fois. Voilà. Et de toute façon, c'est simple. En ayant vu ma vidéo, normalement, vous, peu importe ce que je vais dire maintenant, vous devez savoir si ça peut vous plaire ou pas. Je pense, parce que je vous ai quasiment tout montré. Du moins tous les éléments importants. Je me suis pas attardé sur des trucs insignifiants. Hein. Par exemple, j'aurais pu vous parler que vous pouvez envoyer des bateaux de pêche et bien pêcher justement pour qu'ils vous rapportent des ressources ou des trésors. J'en parle pas parce que c'est pas important. Je ne vous ai pas parlé d'un bonhomme, je ne me souviens même plus de son nom, Largoros, un truc du genre, qui est un personnage qui viendra tous les 3-4 jours au village pour nous proposer de faire du troc. Voilà, il va nous troquer des objets, alors des fois c'est des objets communs, des fois c'est des objets rares, qui serviront en fait à meubler votre cahute, quoi, votre maison si on peut dire, mais j'en parle pas parce que c'est pas important. Donc vous voyez, donc je me suis vraiment concentré sur le principal, quoi, et malgré ça on aura fait une vidéo de 4 heures, c'est ça qui est assez affligeant quand même. Après, il y aurait encore d'autres petites choses à dire, mais là je risquerais de commencer à me répéter. Par exemple, pour les zones, si je devais reparler un petit coup des zones, le problème que j'ai eu avec ça, c'est pas seulement que c'était des petites zones, c'est pas seulement qu'on était dans des petites maps, mais c'est aussi qu'il y a des problèmes inhérents justement à ces zones. Par exemple, un truc tout con, c'est que parfois vous allez zoner sans le vouloir. C'est-à-dire que un monstre, vous allez combattre un monstre à la bordure d'une zone,
Et évidemment, vous allez zoner en fait, vous allez être trop proche de, de, de la zone suivante, vous allez zoner sans le vouloir. Et donc vous allez vous retrouver de l'autre côté, vous allez donc devoir rezoner pour retrouver le monstre. Surtout qu'en plus, les monstres ne peuvent pas zoner comme ça quand ils sont eux par contre en bordure. C'est-à-dire que les monstres, je vous l'ai dit, peuvent zoner, mais ils ne zoneront que quand leur script, que quand leur IA l'aura décidé. Donc même quand vous combattez un monstre vraiment sur la ligne d'une zone, le monstre ne zonera jamais, quoi. Et d'ailleurs, ça peut même poser quelques problèmes quand vous tuez un monstre en bordure. Le cadavre du, du boss va se retrouver entre deux zones. Et vous ne pourrez pas le looter. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas ramasser ce qu'il a sur lui. Parce que quand vous allez tenter de vous approcher de lui, vous allez zoner de l'autre côté. Et bien sûr, quand vous êtes de l'autre côté, vous ne verrez plus son cadavre. Hein. Donc vous devez rezoner. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, le boss, il est bel et bien mort entre un segment qui est inaccessible. Entre deux zones inaccessibles. Vous voyez, ça fait partie des petites couilles. Des petites couilles qui sont dues aux zones. Aux zones. Alors, je mets pas ça dans les défauts majeurs, parce que ça n'est arrivé qu'une poignée de fois en 350 heures, donc je vais pas vous dire, ah mon dieu, c'est un véritable calvaire. Non, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, quoi. Quand vous combattez un monstre pendant 20 minutes, 25 minutes, et que finalement vous réussissez à le terrasser, mais que vous ne pouvez pas prendre ce qu'il avait sur lui, il y a un petit peu du fracassage de crâne contre le mur. Si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah, c'est pour ça que le coup des zones, non, open world. Faites-nous un putain d'open world. Et en plus de ça, faire un open world. Parce que il suffit pas juste de faire un open world pour faire un open world. Ça ne servirait à rien ou presque. Non, il faudrait qu'ils réussissent à faire en sorte que la nature soit visible. C'est-à-dire que la faune et la flore aient une vraie incidence sur le déroulement du jeu et qu'on voit ça visuellement. Par exemple, il faudrait que les ennemis puissent se battre entre eux. Il faudrait que les ennemis... Quand je dis les ennemis, en fait, je devrais dire les animaux. Je devrais dire les animaux qui peuplent Monster Hunter, c'est ça. Ce sont pas forcément des ennemis ou des boss, les animaux. Vous voyez, juste les animaux, quoi. Il faudrait qu'ils aient une espèce de cycle de vie, qu'ils se nourrissent, qu'ils dorment la nuit, qu'ils se réveillent, qu'ils aillent chasser. Ça, ce serait génial. Là, il y aurait une vraie relation. Là, on pourrait dire qu'on vit une aventure. Mais en l'état, c'est pas du tout le cas, à cause des zones, et que même si on prend pas en compte les zones, il n'y a aucun aspect vivant dans ce jeu. C'est-à-dire que les boss ne sont là que pour nous attaquer et pour qu'on les tue. Il n'y a rien d'autre. Les mobs ne vont pas se battre entre eux. Ça n'existe pas. Ils vont pas se nourrir, ils vont pas dormir. Non, ça n'existe pas. Les monstres, ils font juste une espèce de promenade. Si on ne les touche pas, si on ne les aggro pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fait rester quelques minutes dans chaque zone. Voilà, ils sont dans une zone, ils se promènent, ils font les 400 pas, et puis hop, ils vont zoner dans une autre zone, et pareil, ils se promènent, ils font les 400 pas, et hop, une autre zone, et ainsi de suite. C'est ça le cycle de Monster Hunter. Eh non, putain, non, il y a mieux à faire, il y a mieux à faire. Le truc, c'est que je pense que, au final, vous l'avez compris, j'ai aimé ce Monster Hunter Free Ultimate, mais je pense que je l'ai vraiment aimé parce que ça a été mon premier épisode. Si j'avais commencé la série par exemple en 2004, lors du début, et que je m'étais fait tous les épisodes, et qu'aujourd'hui je vous présente ce dernier opus, à mon avis je serais beaucoup plus critique. Je pense que j'aurais engueulé Capcom, parce que le jeu en fait il a à peine évolué en 10 ans. Il est resté ancré dans les mêmes mécaniques. Donc à mon avis, j'aurais été beaucoup plus critique, j'aurais dit que c'était honteux, j'aurais dit qu'aujourd'hui un jeu comme ça doit avoir un open world. Le truc qui est segmenté en zone, c'est pas possible. J'aurais dit que l'interface, elle est trop chiante à utiliser, c'est pas normal. Aujourd'hui, on doit avoir des interfaces qui sont plus simples à utiliser, quoi, des objets plus faciles à utiliser. Alors, j'aurais été critique sur quand même pas mal de choses, ça je peux vous le dire. Bon, mais vu que c'est mon premier, vu que j'ai découvert la série avec ça, ben ouais, j'ai été agréablement surpris. Pas au début, vous l'avez compris, hein. Vous commencez le jeu, vous dites c'est de la merde, vous continuez, vous dites ah c'est mieux que ce que je pensais, et vous continuez encore plus, et c'est là que vous voyez tout le potentiel, vous dites ah ben finalement je m'étais trompé, c'est un bon jeu. On passe du jeu pourri au jeu moyen, au bon jeu, voire éventuellement au très bon jeu si vous avez vraiment aimé. Mais en tout cas un bon jeu, ça c'est une certitude. Une certitude, c'est réellement un bon jeu, un jeu pour gamers, un jeu pour des joueurs qui en veulent, qui ne veulent pas qu'on leur serve tout sur leur plateau. Ça fait plaisir de voir encore des titres comme ça aujourd'hui. Voilà.
Alors ensuite, j'avais quelques derniers trucs à vous parler. Bon, je voulais peut-être éventuellement vous parler de Monster Hunter 4 sur 3DS qui vient tout juste de sortir, hein, en septembre dernier là. Euh, ouais, je voulais vous parler de ça. Je voulais pas vraiment vous parler de ça. Je voulais vous dire que Capcom c'est quand même des grosses enflures. C'est ça que je voulais dire. Parce que faut pas oublier que la série a débuté sur PS2. Il y a eu beaucoup d'épisodes sur PSP. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la PSP s'est beaucoup vendue au Japon, entre autres à cause de Monster Hunter. Et là, Capcom, qu'est-ce qu'ils font? La PS Vita ne se vend pas, c'est un gros bide. Où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont directement sur la 3DS. Vous voyez, ils s'en branlent complètement. À Capcom, moi, j'aimerais pas être un ami intime des dirigeants de chez Capcom, quoi. Parce qu'ils doivent te mettre des espèces de quenelles, mais alors de 3 mètres de long, quoi. C'est sérieux. Les mecs, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Ils auraient pu être sympas et au moins faire une version PS Vita. Mais non, non, non. Non, non, ils te sortent le jeu que sur 3DS. Sur 3DS, il y a des millions et des millions et des millions. Là, au moins, il n'y a aucun problème. Ils savent qu'ils vont en vendre des millions. Pas de problème, les mecs, on va chez Nintendo. Voilà. Et puis, si dans 5 ans, ça se passe chez Sony, que c'est Sony qui a les meilleures ventes de consoles, eh ben, on ira chez Sony. Wouhou! Ah non, mais c'est des pures girouettes, quoi. C'est les mecs qui n'ont, je veux dire, aucune éthique. Je vais pas dire ça, mais putain, c'est des mecs, quoi. Ah, ils osent tout, hein. Moi, je trouve pas ça normal, quoi. Je suis désolé, je trouve pas ça normal. Voilà, je voulais juste dire cela. Après, alors tout à l'heure, je vous avais dit que je jouais sur la manette classique de la Wii. Bon, on va pas y passer la nuit. Oui, je joue sur la manette classique de la Wii. Pourtant, le jeu est parfaitement jouable sur le gamepad et même il est mieux car, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des petits raccourcis pour vos items, vous avez droit à la carte et quelques petits trucs comme ça assez sympas. Mais c'est juste l'ergonomie. Moi, je peux pas. Je peux pas. Dans les jeux sur la Wii U où l'on doit se servir du stick analogique droit, donc généralement pour la caméra, et des boutons, donc qui sont placés juste en dessous, eh bien je n'y arrive pas. Les boutons sont mal placés, j'arrive pas à m'y habituer, surtout les boutons qui sont vraiment à l'extrémité droite de la manette. C'est-à-dire, attendez, je me retourne, je prends le gamepad, je vais vous les citer. Voilà, le bouton A et le bouton B, ceux-là ils sont difficilement accessibles, surtout le bouton A. Le bouton A, mais c'est horrible. C'est horrible, hein. Quand vous jouez à un jeu où vous devez tout le temps orienter la caméra, et dans Monster Hunter, vous devez tout le temps jouer avec la caméra, car la caméra est libre, hein, donc vous utilisez tout le temps le stick droit pour la bouger vous-même. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais régulièrement, votre vision sera bloquée par les monstres. Car vu que les monstres sont généralement assez gros, eh bien il vous faudra souvent jouer avec la caméra, la mettre à droite, la mettre à gauche, mais même avec ça, vu que souvent en fait vous allez taper vraiment, surtout quand vous utilisez des armes de K comme le marteau ou le katana, vous allez taper et faire vos combos presque à l'intérieur du monstre. Et donc forcément le monstre va vous boucher la vue. Ça faut le savoir, c'est peut-être un petit problème de caméra, mais je vois pas trop comment ils auraient pu éviter ça. Voilà, disons que c'est une caméra ancienne. C'est vraiment une caméra à l'ancienne, il faut tout faire à la main. Moi ça m'a pas gêné, mais je peux comprendre que ça gêne des joueurs parce que vraiment votre vue sera régulièrement bouchée par le monstre et que vous ne verrez plus votre personnage, vous verrez le monstre à la place. Donc ça peut être problématique, bref. En tout cas ouais, donc je reviens au gamepad, c'est juste l'ergonomie quoi. C'est juste l'ergonomie qui ne me va pas quoi. Pourquoi ils ont foutu le stick droit au-dessus des boutons? Alors que jusque là on avait toujours eu le stick qui était en bas et les boutons qui étaient en haut. C'est beaucoup plus ergonomique comme ça. Voilà. Alors je vous le dis, ça c'est un problème que j'ai moi. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ou lu quelque chose sur les forums des bonhommes qui avaient ce même problème. Donc je vais pas vous dire que c'est un problème d'ordre général, mais moi ça me fait chier. J'avais eu le même genre de problème sur la DS, sur la 3DS. La 3DS, je n'ai pas pu finir Ocarina of Time. Je n'ai pas pu jouer plus de quelques heures à Mario Kart 7 parce que je n'arrive pas à jouer avec, parce que mes mains sont trop grandes pour la DS, pour la 3DS. J'arrive pas à... Les gâchettes, moi ça me fait mal. Bon alors peut-être que sur la 3DS XL ça doit certainement être mieux, mais je ne l'ai pas encore acheté. Cependant je vais certainement me la prendre. Parce que c'est devenu une console incontournable aujourd'hui, la 3DS. Il y a trop de bons titres dessus, trop de bons titres. Link to the Past 2, je ne dirais que ça, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais Link to the Past 2, quoi. Bon, on n'est pas là pour parler de ce Zelda, mais putain, Nintendo m'ont eu quoi, bravo Nintendo, bravo, c'est que du fanservice à 2 balles, et vous m'avez eu. Non mais voilà quoi, Link to the Past 2, excusez du peu. C'est un rêve qui devient réalité. Rien que ça, quoi.
En plus, ils ont bien confirmé qu'il y aurait le Light World et le Dark World. Moi, rien que le fait de revisiter ce monde d'Hyrule, de me promener sur cette carte, suffira à mon plaisir. En plus de ça, avec les thèmes d'origine qui seront remixés. Oh my god, réellement. Et pourtant, ce jeu me fait peur. Parce que la patte graphique, elle a l'air vraiment ignoble, quoi. Le Link, il est très laid. Et même les décors, ça vaut pas les décors d'origine, quoi. C'est ça qui est assez, comment dire, incompréhensible, assez paradoxal. C'est-à-dire que le même jeu, ou presque, qui date donc d'il y a 20 ans, sera certainement plus beau que la nouvelle version. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Alors après, peut-être que ce que je dis est faux, peut-être que je me gourre, mais si je regarde les trailers, dès le début, moi j'ai eu peur. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Cette espèce d'effet 3D cartoon, c'est moche. C'est moche. Ça n'a pas la puissance visuelle de l'original, ça n'a pas le charisme de l'original. Alors, après, encore une fois, on verra. Moi, j'attends de poser mes petites papates sur le jeu et je vous dirai ce que j'en pense. Mais quand je vois les trailers, ça fout les jetons. Bon, enfin, ça reste Link to the Past 2, quoi. Et Link to the Past 2, tu peux pas tester. Tu ne peux pas tester. Voilà. Enfin bref, on n'est pas là pour vous parler de Link to the Past 2. Je sais même pas pourquoi je suis venu sur ça. Oui, parce que j'étais en train de vous parler de la 3DS. Qui est donc devenue, oui, une console complètement incontournable. Même pour un joueur qui n'est pas un joueur nomade, donc qui se déplace ou qui joue particulièrement sur portable, ouais, on est obligé, quoi. Trop de bons titres, trop de bons titres, trop de bons titres. Bon, trêve de blablatage, c'est hallucinant. En fait, je crois que je ne veux pas terminer cette vidéo. Je sais pas ce qui se passe. Non, allez, on s'arrête. On s'arrête là, je vous ai donc tout dit sur Monster Hunter Free Ultimate version Wii U. Si vous me posez la question pertinente de savoir si je serais éventuellement intéressé par les prochains épisodes, oui, ça me semble être une bonne question pour le coup. Eh bien, je vous répondrai, ça dépend de Capcom. Voilà. Si Capcom se décide à se sortir les doigts du cul, et s'ils font une véritable version next-gen, si c'est le cas, ça sera certainement sur PS4, parce que je vois pas Monster Hunter arriver sur la One, sachant que les Japonais n'achètent pas de produits Microsoft et que le jeu se vend surtout au Japon. Donc c'est une incohérence totale. Donc Monster Hunter n'arrivera certainement jamais sur une console Microsoft. Ça sera chez Nintendo ou chez Sony. Vu qu'on a déjà Monster Hunter 3 Ultimate, donc celui-là sur la Wii U, le 4 sur 3DS, il y a une version online là qui est prévue sur PC, mais c'est que pour le marché chinois, je crois, japonais et compagnie. Ça sortira certainement pas chez nous. Bon, le prochain épisode, ça sera probablement soit sur PS4, soit sur Wii U. J'espère que ça sera sur PS4. Si on a vraiment à faire quelque chose de nouveau, je dirais pas des graphismes HD, mais si quand même, c'était des graphismes HD. Moi, rien que le fait de revoir les monstres en HD, avec des nouvelles animations, revoir le Lagiacrus, le Ratalos, les réaffronter, j'avoue que je pourrais me laisser tenter. J'avoue que je pourrais me laisser tenter. Mais encore une fois, il faudrait que Capcom revoie leur système. Parce que là, c'est trop préhistorique. C'est trop archaïque en l'état. Encore une fois, open world obligatoire. Enfin, il faudrait plein de petits changements. Gameplay moins lourd. Il faudrait vraiment une espèce de renouveau. Ça fait 10 ans que le jeu est le même. Si Capcom veulent vraiment faire une véritable version next-gen, nouvelle génération, il faudrait, je pense, revoir le jeu. Alors après, pas les fondamentaux, parce que sinon, ça va perturber les anciens et tout. Non, il faut toujours garder la difficulté, garder cette espèce de challenge au niveau du gameplay. Ça, faut le garder. Mais il y a quand même moyen d'arranger beaucoup de choses, vraiment. Beaucoup de choses qui sont pénibles à utiliser. C'est inutile de faire des mécaniques pénibles et emmerdants qui nuisent au plaisir de jeu. Je parle pas des combats en eux-mêmes, mais de tout le côté annexe, quoi, dont je vous ai parlé durant cette vidéo, et donc je vais pas revenir dessus. Un dernier point avant de vous laisser. Oui, vous inquiétez pas, on va la finir cette vidéo. On va la finir. Donc c'est le dernier point parce que là je le vois juste sur ma petite fiche, c'est tout. Si vous prenez ce Monster Hunter Free Ultimate, vous pourrez, si vous le souhaitez, télécharger un DLC. Car je ne vous en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de petits DLC à télécharger. Attention, ils sont tous gratuits. Ça s'appelle DLC, mais ils sont tous gratuits. Ça peut être des petites quêtes particulières ou des petits bonus. Bon. Et il y en a une, c'est une quête
qui va vous donner directement, gratuitement, 5000 points de ressources. Donc ces fameux points de ressources qui servent en réalité de monnaie d'échange pour la ferme, pour le potager, dont je vous ai longuement parlé tout à l'heure. Ça, je ne le savais pas. D'ailleurs, pour tout dire, je n'ai même pas encore pris cette quête. Mais j'ai appris son existence il y a quelques jours en me renseignant sur le jeu. Et honnêtement, ça aurait vraiment changé mon avis sur le début du jeu. Ça. Parce que 5000 points de ressources, quand vous commencez l'aventure, c'est énorme. C'est monumental. Monumental. Ça va vous épargner, je dirais, au moins entre 7 et 10 heures de farming pourri, quoi. C'est-à-dire ramasser des champignons, du miel et aller retuer des monstres dans la forêt Moga uniquement pour récolter des points de ressources. C'est ça que ça va vous épargner. 5000 points, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Imaginez 10 heures de farming moisi en moins. Ça peut vous changer le début de l'aventure. D'ailleurs, à mon avis, c'est bien pour ça que Capcom ont implémenté cette quête. Parce qu'à mon avis, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont gueulé, qui ont dit « Vous vous foutez de notre gueule ou quoi? On fait que ramasser les champignons dans votre jeu !» Oui, parce que c'est hallucinant. Et à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont foutu cette quête. Si moi, je l'avais su et que je l'avais téléchargé, ça aurait changé mon avis sur le début du jeu. Donc c'est pour ça, je vous le dis. Après, si vous voulez faire le jeu vraiment dans sa version originale, ne le prenez pas. Mais si Capcom l'ont mis, c'est bien qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. C'est bien qu'ils ont vu que c'était pas possible de le laisser en l'état. Voilà, je voulais juste finir sur cela. Écoutez, cette fois-ci on se laisse là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et ce test d'une longueur complètement hallucinante que j'ai passé un mois à faire le montage. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.